Chers citoyens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix, la journée, la liberté, notre devoir sera un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Unis dans la foi du Seigneur, la patrie de la patrie de la fraternité. La patrie de la fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro-Vérité. Bienvenue en ce 9 janvier 2024 sur votre plateforme préférée, le lieu par excellence où nous célébrons le festin intellectuel. Aujourd'hui, c'est la voix du militant et j'en profite pour saluer notre mère Ami Kwadjo, maman Massiata Blanc, ainsi que le Chao Ben Kone, le Chao Kanté Bamoussa, le Chao Youssouf Di Youn, ainsi que toutes ces personnes qui vont se joindre à nous. Déjà, nous sommes dans l'émission et nous en avons pour 1h15. Et donc, tous ceux qui voudraient prendre la parole, vous pouvez vous signaler le plus tôt possible parce que la voix du militant, c'est vous les militants qui prenez la parole et qui essayez de vous exprimer. On essaie de parler le moins possible. Et donc, tous ceux qui voudraient prendre la parole, c'est le lieu de vous signaler dès cet instant pour qu'on puisse déjà vous donner la parole. Avant que la première personne ne se signale, il faut déjà dire que hier, le porte-parole du gouvernement, M. Amadou Koulibaly, a répondu aux propos de Laurent Gbagbo dans lesquels il disait que l'ONU avait envoyé une lettre au gouvernement. Et le porte-parole du gouvernement a dit qu'eux n'ont pas encore reçu la lettre et donc ils attendent toujours. Celui à qui la lettre a été remise là, le jour qu'ils vont avoir la lettre là, ils vont donner la réponse. Donc quand tu mens là, pour t'attraper ce n'est pas difficile. Et donc voilà un peu de quoi les choses, il est question. Et c'est assez triste quand même pour voir qu'on ne peut pas faire la politique sainement, en dehors du mensonge. Mais nous demandons aux Ivoiriens d'être résilients et d'être cohérents. Parce que lorsque des gens veulent niveler notre société par le bas, pour ramener tout le monde au même niveau qu'eux-mêmes, c'est une arrogance, mais c'est un manque de respect pour les Ivoiriens. Et c'est pour cela qu'il faut donc être conscient de soi-même pour se former comme il se doit, pour montrer à ces personnes que non, le débat ne sera pas comme vous le voulez, mais ça sera comme ça devrait être, c'est-à-dire la réalité. Parce qu'on ne peut pas échapper à la réalité, comme j'aime à le dire, et donc mieux vaut l'affronter avec la vérité et avec dignité. Et donc aussi, hier aussi, il y a eu une attaque au palais de N'Djamena au Tchad. Au début, on avait pensé que c'était un coup militaire entre eux-mêmes là-bas. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était une attaque djihadiste à l'intérieur même du palais présidentiel. Et quelque temps après, la situation était sous contrôle. Et donc, ça, nous attendons les premières personnes. Mais il faut dire que le temps qui a été donné, en vérité, il n'y aura pas 1 minute de plus ou 1 minute de moins. Parce que nous sommes déjà pris par le temps, comme on aime à le dire, dans la semaine. Et donc, ça fait que une fois que déjà nous sommes là, on est coincé et il y a Mère Djeneba qui se signale, on va déjà commencer avec elle. Et toutes les autres personnes qui viendront seront coincées par le temps. Parce qu'on ne pourra pas augmenter le temps pour nos propres obligations. Donc, on va déjà débuter avec Mère Djeneba qui est présente. On va lui laisser la parole. Et les autres personnes qui viendront, on ne pourra que leur laisser le minimum de temps restant sans pouvoir faire d'exception. Et donc, à elle, on va donc lui donner le temps de pouvoir s'exprimer. Et s'il y a quelques informations à donner entre-temps, on va le faire.
Allô? Oui. Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, je vais bien. Et vous? Donc, Dieu merci, tout va très bien. Donc, vous êtes la seule et unique Mhm. personne pour l'instant. On va déjà débuter avec vous. Et dans Mhm. ce cas, donc, on va vous laisser la parole pour que vous commenciez déjà à vous exprimer. D'accord. Mhm, OK. mhm, Merci beaucoup. mhm. Voilà. Donc, je commence par dire à Madame Nadi Laurent Gbagbo. Elle dit que pendant l'élection 2000, si le nom de Laurent Gbagbo, si on ne met pas le nom de Laurent Gbagbo sur la liste, là, on risque d'avoir des frustrés à l'élection 2025. Donc, moi, je souhaiterais lui dire, en tant qu'une complice de son criminel de mari, elle était là lorsque son... Donc, si Mère Geneva est là, nous... son complice, Jean du Nord, elle n'a pas été capable de se battre pour ses parents. Donc, elle revient encore pour venir nous dire ça. Il faut qu'elle sache que nous, les Ivoiriens, nous n'avons que faire des frustrés de Laurent Gbagbo. Et bien plus, nous souhaiterons même qu'il y ait des frustrés. Ça sera l'occasion pour nous de nous venger des frustrés ainsi que les chefs, le criminel, le voleur de pouvoir qui est Laurent Gbagbo. Donc, qu'elle aille dire ça à son nouveau mari. Si c'est pour être première dame, qu'elle allait se marier avec lui là, elle peut rêver debout. Jamais nous allons accepter encore des personnes qui proclament le viol des femmes. C'est ce que sa coépouse avait fait. Les femmes, avec les femmes sans cœur, nous n'en voulons plus jamais comme présidente, comme première dame en Côte d'Ivoire. Donc, elle est son criminel là. Ils peuvent aller rêver encore. Donc, aussi, ils pensent qu'ils vont venir baratiner les Ivoiriens, qu'ils vont venir stresser, obliger les Ivoiriens à mettre le nom de son criminel là sur la liste électorale. Ça ne va pas se faire. Ils n'avaient qu'à ne pas aller braquer la banque BCAO. Un voleur comme ça, voleur de tout, voleur de pouvoir, voleur de chewing-gum, voleur de banque. Voilà ce qui est ce monsieur-là. Et quand il dit que lui ne se présente pas, lui, il a rendu quel service au président Ouattara? Le président Ouattara n'avait pas besoin de son service. Le président Ouattara était un digne fils. Il avait tout ce qu'il fallait pour se présenter en tant que candidat à l'élection. Si lui, dans sa manigance, dans ses calculs des criminels, de manipulateurs, faut pas, il va prendre le président Ouattara pour le mélanger dans ses combines. Le président Ouattara n'a pas de casserole derrière lui. Le président Ouattara a une image très propre. Qu'il arrête même de s'associer au président Ouattara. Ils ne sont pas pareils sur tous les plans. Le président Ouattara est un fils de 100% ivoirien. Le président Ouattara est reconnu pour son travail dans le monde entier. Le président Ouattara n'a jamais braqué une banque. Le président Ouattara ne s'est pas assis, ne s'est pas... n'a pas tué. Le président Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Ce qui n'a pas été son cas. Lui, il est venu s'imposer en tuant les autres. C'est Dieu même qui a aidé le président Ouattara. Il voulait aussi lui aussi l'éliminer. Voilà ce qui est cet individu de Laurent Gbagbo. Donc, ok, sa concubine là, elle se tait. Nous, on pensait qu'elle n'avait pas de bouche pour parler. Elle commence à avoir de bouche. Comme bientôt, l'élection 2025 va arriver là, elle commence à avoir bouche maintenant pour parler. Mais qu'elle soit prête, nous sommes là pour lui répondre. Donc, les manigances là, ils peuvent aller loin avec ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour rentrer dans le débat. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Si ce n'est pas le cas, je vais enchaîner sur d'autres choses éclairées. Bon, il y a Mère Sally Kounik qui se signale, mais je vais l'ajouter. Et après, je crois qu'il y aura un petit moment de blocage, mais vous restez. Mais entre-temps, il faut dire que Dame Nadi peut être
concernée par le problème de Laurent Gbagbo, mais elle vient encore une fois de montrer combien de fois elle est hypocrite et qu'elle a un fond qui est assez, je dirais même ténébreux. Parce que pour une femme, au moment où Laurent Gbagbo invitait les mercenaires les plus ignobles de la planète à massacrer les Ivoiriens, cette dame-là était bel et bien présente et elle n'a pas su que ce que Laurent Gbagbo faisait avait des impacts qui frustraient les Ivoiriens. Elle, ça ne la gênait pas. Elle a vu tout ça, mais elle a tenu à ses intérêts particuliers et elle a laissé faire. Aujourd'hui, maintenant qu'elle sent ses intérêts menacés, elle sort pour nous dire « Moi, mes intérêts ne doivent pas être menacés. Laurent Gbagbo, on doit le chouchouter et qu'on doit même violer le droit. » Mais cette fois-ci, là, on va leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les seuls sur la piste de danse. Et Laurent Gbagbo peut essayer tout ce qu'il veut. C'est son problème. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, on entend. Ok, il n'y a pas de problème. Et donc, ça ne nous intéresse pas. La réalité est celle-ci. Là où veut qu'on parte, là, on ira cette fois-ci. Le président Ouattara vient de nous dire que lui, ne s'est pas encore prononcé pour être président. Mais que lui, il veut être candidat. Aussi simple, parce que les choses, il faut les dire. Ce que vous ne comprenez, ça veut dire, il va être candidat. S'il avait braqué banque là, les lois de la Côte d'Ivoire là, allaient l'empêcher. On ne peut pas être quelqu'un qui, quand ça l'arrange, il est démocrate. Quand ça ne l'arrange pas, il est putschiste. Mais on ne peut pas être dans le polythéisme politique. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose nous arrange, on essaye de s'adapter à la situation pour envoyer des gens pour l'applaudir des putschistes, massacrer son propre peuple et après vouloir se présenter comme quelqu'un à qui on doit donner tous les droits et tous les honneurs. Mais Laurent Gbagbo, pour une fois, va comprendre que ce monde-là ne peut pas fonctionner en fonction de lui, ses désirs et de ses desiderata. Le monde aussi doit fonctionner avec aussi la vie des autres. Et la vie des autres, c'est ceux dont il a tué les parents. La vie des autres, c'est quand il a braqué cette banque-là. Ça a fait beaucoup de frustrés. Parce que nous sommes là aujourd'hui, on se demande, non seulement il a mis la dignité du pays à terre, mais en plus de cela, l'argent volé là, c'est parti où? Parce que cette question-là, il faudrait que Laurent Gbagbo et ses militants nous répondent. L'argent volé là, il est allé où? Il dit qu'il a payé les fonctionnaires. Quand on va dans les livres de compte de l'État, on ne retrouve pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent là, ils ont volé, ils sont partis mettre au Ghana, ils sont allés mettre en Angola et en Afrique du Sud. Normalement, le ministère de la Justice devrait lancer une enquête pour rapatrier ces fonds-là. Et donc, quand vous avez volé l'argent des Ivoiriens, dilapidé ces fonds-là, nous, ça nous a frustrés. Si vous voulez que nous ne soyons plus frustrés là, nous, on a été frustrés avant Laurent Gbagbo, par vos comportements. Donc là, vous êtes, vous les nouveaux frustrés là, essayez d'abord de calmer nous qui sommes les anciens frustrés par vos mauvaises actions. Là, comme ça, quand nous, on va se calmer là, nous, maintenant, on va essayer de vous comprendre. Madame, c'est pas palabre, hein? Ce qu'on te dit là, c'est que avant que toi et puis ton mari là, Kassongo là, vous ne soyez frustrés en 2025 là, vous avez frustré des gens pendant plus de 11 ans de votre gestion. C'est-à-dire de 2000 à 2011. Ceux-là, il y a des gens là, tellement vous les avez frustrés, ils sont dans les tombeaux. On ne peut pas demander à un cadavre d'être frustré. Puisqu'on lui a accordé un état dans lequel là, lui n'a plus besoin des sentiments. Mais ces familles-là sont en Côte d'Ivoire par millions. Aujourd'hui, les enfants que vous avez rendus orphelins là, et on ne peut pas leur demander si frustration même dans leurs sentiments là, si c'est frustration même est petite dedans. En plus de cela, votre mauvais comportement quand vous étiez à la gestion de l'État, ça a gêné les gens. Toi, Nadi Bamba, comme tu gagnais pour toi, tu n'as jamais su que les Ivoiriens étaient frustrés. Ou bien que parmi les Ivoiriens, il y a des millions qui étaient frustrés. Toi-même, tes propres parents, là, Laurent Gbagbo les a bien massacrés. Il les a bien massacrés.
Et ça ne t'a pas frustré. Et donc, quand on regarde ça, on se demande même, c'est quel genre d'enfant toi-même, Nadi Bambala, tu es? Tu es quel genre d'enfant? Et c'est qu'est-ce que tu recherches en réalité? C'est-à-dire que tes parents même là, même si on dit un homme là, une personne qui n'a pas de dignité là, mais au moins là, tes parents là, leur malheur là, ça doit te frustrer. Mais toi, les malheurs de tes parents, l'assassinat de tes parents même ne t'a pas frustré. Donc tu es quel genre de femme? Tu es quel genre de femme? Une méchante âme, c'est ce que tu es. Ah, c'est quand toi, tes intérêts particuliers sont menacés, que toi, tu sens que la Côte d'Ivoire va mal. Mais cette fois-ci là, on va vous frustrer jusqu'à ce que ça va devenir cancer dans votre corps. Et puis on va voir ce que vous allez faire. Aujourd'hui où on est là, vous vous fatiguez. Ce qu'on vous dit de faire là, ce que vous pouvez faire de pire là, c'est ce que vous allez faire cette fois-ci. Ou bien on va faire appliquer le droit, on va faire appliquer la réalité sans état d'âme pour vous montrer que la Côte d'Ivoire là, c'est pas un marché, c'est pas un poulailler. La Côte d'Ivoire là, c'est pas un foutoir pour que vous, on puisse toujours vous arranger comme si vous, votre présence en Côte d'Ivoire, c'est ce qui rend tous les Ivoiriens heureux. Comme si votre gestion là, c'est ce qui a rendu la Côte d'Ivoire tellement parfaite que c'est à partir de ça qu'on est en train de diriger la Côte d'Ivoire. Alors que c'est vous les hommes les plus honteux, c'est vous les hommes les plus inefficaces qui sont venus perdre la vie aux gens ici. En 90 là, quand ton mari là, il a fait fermer les écoles là, il a gâté la vie de beaucoup de personnes. Ses parents là sont frustrés. Ils ont mis l'argent pour économiser l'argent, mettre leurs enfants à l'école. Laurent Gbagbo est venu gâter l'école de beaucoup de personnes à travers la FESI. Quelqu'un a mis son enfant à l'école depuis CP1 jusqu'à l'université. Laurent Gbagbo envoie les blés goûtés avec tous les conneries que vous voyez là. Pour aller, on tue les enfants des gens à l'université. Toi, tu peux aller expliquer ça à un parent que non, mon mari là, c'est lui qui avait créé FESI pour tuer vos enfants quand ils sont à l'université. Mais ne soyez pas frustrés, votez encore cette personne-là. Il faut aller expliquer ça aux parents qui ont perdu leurs enfants. Même quand on dit qu'on est inconscient là, même quand on dit qu'on n'a pas honte là, Nadi Bamba, même quand on dit qu'on n'a pas honte là, il y a des choses là, il faut cacher. Il faut cacher. Mais ce que vous avez commencé là, on n'aura pas pitié de vous. Même si c'est une guerre civile, vous allez nous amener dedans là, on va faire avec vous. Mais cette fois-ci là, on va vous montrer que là où vous pensez que vous êtes garçon là, il y a plus garçon que vous. Et c'est le peuple cette fois-ci qui vous attend. Et donc, on va laisser la parole à Mère Sali Kone, qui va prendre sa première parole. Et après, on va donc pouvoir faire la rotation. Donc, chère mère, nous vous laissons la parole. Bonjour, cher frère. Comment tu vas? Je vais très bien, chère mère. Et vous-même? Alhamdulillah, ça va. Que Dieu merci. Bonjour, merci. Bonjour à Geneva et bonjour à tous les EPV. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore Dieu merci pour la voix du militant d'aujourd'hui. Déclaré, moi-même, je suis surprise que Gbagbo Laurent nous parle de l'ONU. Lui aussi, il parle de communauté internationale aujourd'hui. Waouh! Il connaissait ça. Moi, je pensais qu'en 2010, en 2011, là, la communauté internationale n'existait plus pour lui. Mais je suis tellement étonné de voir, surprise de voir que Gbagbo nous parle de l'ONU, dit on n'a qu'à mettre mon nom. Qu'on se dise la vérité. Donc, lui savait tout ça et puis il a fait tuer nous, nos parents, pour rien. Pour rien, il a fait tuer les Ivoiriens pour rien. Non seulement tu as assassiné nos parents, tu as fini ça. Encore, et les élections, tu les perds. Tu dis tu ne bouges pas, tu as fait tuer les Ivoiriens. Et maintenant, aujourd'hui, on nous parle de l'ONU. Maintenant, sa femme là, sa dulcinée qu'il a là. Franchement, moi je dis que dans la vie là, femme, il faut savoir accompagner ton homme. Oui. Il faut savoir accompagner. Quand on dit une femme là, Dieu a créé la femme pourquoi? Dieu a créé la femme pour venir soutenir son homme, pour venir entretenir l'homme. Quand tu sais que ton homme est sur une mauvaise voie là, il faut lui dire la vérité. Mais si toi-même tu n'arrives pas à dire la vérité à ton mari pour lui dire que, ah chérie, ce que tu fais là n'est pas bon, ou bien tu as perdu les élections, il faut laisser, tu peux revenir. Si vous n'avez pas pu faire ça là, c'est nous les Ivoiriens, vous allez venir nous parler de frustration. Vous, on va parler de frustrés. Nous, nos gens sont partis. Donc, entre vous et nous là, qui doit dire quoi dans le pays là? Franchement, Côte d'Ivoire est doux, hein? Bonjour, cher père. Franchement, il y a parce qu'elle l'a dit. Ouais, vous pouvez appuyer sur muet. Et il y a la mère Sali qui parlait. Lorsqu'elle aura fini, on va vous laisser la parole. Ok, chère mère, vous pouvez continuer. Elle peut venir nous parler de
de frustration éclairée, mais quand ces gens n'ont pas de frustration, mais nous, on essaye. Nous avions perdu des gens. Nous, on aimerait voir nos gens aujourd'hui être là et puis être frustrés. C'est pas mieux que où ils sont partis là, on ne peut plus jamais les retrouver. Mais ils n'ont qu'à arrêter de se foutre des Ivoiriens, quoi. Franchement dit, on vous dit 2025 ne sera pas 2011, ne sera pas 2010, ne sera pas 2020. Ça sera plus grave. Parce que les Ivoiriens ne vont même pas vous laisser faire. Ça, c'est clair. Parce que vous, normalement, là, vous deviez faire oublier la politique. C'est-à-dire que vous avez mis fin à votre carrière politique en Côte d'Ivoire, sans le savoir au fait. Vous avez fait trop de mal à la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, nos enfants aspirent à la paix, nos enfants aspirent à la sécurité, nos parents qui sont restés là aspirent à la paix et à la sécurité. Puis c'est vous là qui allez venir déranger ça. Et les Ivoiriens vont déranger ça à cause de qui? Vous qui pensez qu'à vous, qui ne pensez qu'à vous. Donc arrêtez. Franchement, Nadi Bamba, hey, si tu n'as rien à dire à ton monsieur là, il faut le prendre et le mettre dans la maison, vous allez vous enfermer, vous de la République, laissez le monde là tranquille, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Vous parlez de frustration. Nous, on va dire quoi? Hein? Est-ce que vous savez même ce que vous savez dans le cœur des gens, même quand vous sortez pour parler là même là? Vous savez quel œil les Ivoiriens vous regardent, mais vous n'êtes pas sûr, non? 2025 là, ça va vous parler. L'éclairage, je fais mon vie, je vais arrêter là pour le moment. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Donc, on va passer la parole au Père Martial, qui est parmi nous ici. Bonjour, cher Père, comment allez-vous? Oui, cher éclaireur, bonjour, comment vas-tu? Oui, je vais très bien, vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Okay. Bonjour, Mère Sali, bonjour, Mère Djeneba, bonjour à tous les IPV qui sont actuellement connectés. Merci, éclaireur, de me passer la parole. Bon, je pris un peu le direct en cours quelque part. Hein. Je cru qu'on parlait plutôt de la déclaration de Nadi Bamba. Non, c'est des sujets ouverts. On peut évoquer tous les sujets. C'est la voix du militant. Voilà, très bien. Moi, j'aimerais plutôt parler de la question de la candidature du président Ouattara. Il y a une déclaration très courte que je viens d'écouter. Pour le président, dit clairement qu'il est en très bonne santé, qu'il avait dit en 2010. Bon, je vais voir si je peux jouer pour qu'on écoute, mais bon, c'est pas grave. Comme c'est pas long, je préfère résumer. Okay. Il a dit qu'il est en très bonne santé, qu'en 2020, il avait dit qu'il voulait se retirer et tout, et que finalement, pour les raisons que tout le monde connaît, il a été obligé de continuer. Et aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir continué. Ce qui est sûr, les élections, c'est pour 2025, c'est vrai, mais lui, il avait dit aussi, non seulement il reste disponible, il veut bien continuer si nécessaire, mais il informe aussi les gens qu'il a encore la demi-douzaine de ces cadres-là sont dans la salle des pas perdus là. C'est devant les diplomates qu'il est en train de parler, hein, parce que actuellement c'est la série des vœux que les gens sont venus lui adresser. Il a reçu plusieurs personnes. Là, en ce moment, ce sont les diplomates qui le recevaient. Donc c'est là qu'il a fait cette déclaration-là pour dire qu'il est en très bonne santé. Ok. Cher René, il avait dit en deux... Oui. J'aimerais que vous profitiez pour donner la symbolique aux gens en même temps. Ce sont les diplomates qui le reçoivent et en même temps, il fait cette annonce-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez expliquer la symbolique? Est-ce que c'est un message qui est simplement aux Ivoiriens ou même au monde entier? Est-ce que vous pouvez donner ces détails-là aux gens? Non, c'est clair que là, c'est un message qui est adressé au monde entier. C'est un message qu'il donne à la fumée pour qu'il envoie ça au ciel. Donc, pour dire que les ambassadeurs étrangers vont tenir compte de cette note-là pour informer leurs différents présidents. C'est ça. D'une part, mais surtout, il s'adresse à la France. Ça, c'est mon point de vue. Effectivement. Je pense que c'est l'élément focal même. Voilà. Il s'adresse particulièrement à Emmanuel Macron, que je trouve un peu... Excusez-moi le terme, je le trouve un peu trop excité ces derniers temps. Comme quelqu'un... en fait, il va dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, lui, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Mais je pense que c'est à son endroit qu'il a adressé ces propos-là. Pour dire, moi, je suis en bonne santé. En 2020, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai été obligé de continuer. Mais aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir décidé de continuer. Et puis, je suis encore... Comme je suis en bonne santé, je suis prêt à continuer le travail. Mais je vous rappelle aussi que j'avais dit qu'il y a une demi-douzaine de personnes
qui sont présidentielles. Mais cette demi-douzaine est dans la salle ici. Donc, toutes les alternatives sont possibles. Je peux me décider à tout moment de continuer ou bien de désigner quelqu'un d'autre. Mais en réalité, nous savons que nous sommes à moins de 10 mois des élections. C'est lui-même qui est candidat. C'est ce qu'il a dit. Il est en train de leur dire, je suis candidat. Allez-y dire à vos présidents, à vos patrons, à ceux qui vous ont envoyé, faites les notes pour leur dire que je suis président. Je suis candidat en 2025. Et il continue pour préciser, pour dire ceci, que l'élection présidentielle sera démocratique et apaisée, et que ce sera transparent et ouvert. Voilà. Donc, il a rassuré la communauté internationale que les dispositions seront prises. Quand on finit de dire ça, il faut voir quelle est la situation politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on en parle un tout petit peu. Alors, la situation politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est quoi? C'est le leadership de la Côte d'Ivoire qui s'est affirmé dans plusieurs domaines d'activité en 2024. Aujourd'hui, nous sommes dans une stabilité politique depuis plus de 14 ans, malgré toutes les attaques et les coups de pouvoir que les gens ont tenté de donner au gouvernement en place et au peuple ivoirien. On sait que l'environnement international n'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, la Côte d'Ivoire arrive à tirer son épingle du jeu dans tous les domaines, notamment dans le domaine sécuritaire, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la préparation des élections présidentielles. Il y a le président de la République, hier, à l'entame du Conseil des ministres, il a fait un discours pour souhaiter les vœux à ses collaborateurs, le gouvernement, le Premier ministre, le vice-président et tout le monde. Mais il a précisé qu'on est dans une année électorale, c'est vrai, mais chacun doit faire son travail pour que justement on puisse maintenir le cap, améliorer la qualité du travail qui a été fait jusqu'à présent. Donc, je pense que la préparation des élections présidentielles, il a dit ça a commencé en 2024. Lui-même, il a dit ça aux diplomates. Il dit ça a commencé en 2024 et ça a commencé par la mise à jour de la liste électorale. Donc déjà, on est dans les préparatifs. Il n'est pas question de modifier quoi que ce soit dans le calendrier. Le dernier samedi du mois d'octobre, ce sera l'élection présidentielle. Donc, je pense que c'est aussi, en même temps, il informe les potentiels candidats que chacun doit s'apprêter à affronter soit lui, soit quelqu'un parmi la demi-douzaine dont il avait parlé. Mais je pense que c'est plutôt lui que les gens devraient affronter. Ils devraient s'apprêter pour ça. Donc ceux qui veulent être candidats, qui pensent qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité selon l'article 55 de la Constitution, ben, ils vont se présenter et puis le Conseil constitutionnel va analyser les candidatures et puis décider de retenir ceux dont la candidature devrait être retenue conformément à la Constitution, conformément aux lois relatives aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, on peut parler aussi de justice et de réconciliation. La Cour pénale internationale a fermé toutes ses antennes en Côte d'Ivoire. A annoncé la fermeture de ces antennes plutôt d'ici 2002. Enfin, en tout cas, d'ici la fin de l'année 2025, ils vont tout ramasser, ils vont quitter le territoire ivoirien. Après avoir, on va dire, séjourné en Côte d'Ivoire depuis 13 ans environ, parce que c'est depuis 13 ans qu'ils ont ouvert les enquêtes et tout ça. Mais là, en ce moment, ils sont en train de ramasser pareil, pour ne pas dire que même qu'ils ont déjà déclaré qu'ils sont déjà partis. En fait, bon, ça nécessite quand même un peu de préparation et pour pouvoir quitter définitivement le territoire ivoirien. Maintenant, j'ai parlé des problèmes de sécurité, les problèmes de relations internationales. Sur le plan international, on a des très bons rapports avec tous ceux qui veulent bien avoir des bons rapports avec nous. Puisque nous sommes amis de tout le monde et ennemis des personnes. Mais si certaines personnes nous prennent en animosité, nous sommes obligés de nous protéger. Voilà. Donc, sur le plan sécurité, on continue de faire nos investissements pour pouvoir acquérir le matériel militaire nécessaire. Il y a certainement, vous avez pu constater sur Africa International, la lettre du continent, tout simplement, bon, ça s'appelle maintenant Africa Intelligence, pardon. Et encore, faut-il le rappeler, a écrit un article où il y a encore beaucoup de non-dits, où on sait que nous sommes en période électorale. Donc les gens essaient toujours de chercher à déstabiliser le gouvernement en place, à terner l'image du gouvernement, parce qu'ils ont fait croire que on avait loué des hélicoptères, alors qu'en réalité, c'est pas nous qui les avons loués, c'est plutôt quelqu'un. On a commandé 10 hélicoptères de guerre, et on nous a, en attendant qu'on nous livre, celui par qui on est passé, l'intermédiaire est allé louer des hélicoptères pour nous mettre à disposition, compte tenu de l'urgence, pour qu'on les utilise en attendant. Ce sont ces hélicoptères qui ont été récupérés. Quand on a vu que ça traînait, on s'est adressé à la Chine pour payer des hélicoptères. Mais je pense qu'on a déjà reçu, sur les 10, on a reçu, il y a 6 hélicoptères qui ont été livrés,
Il y a 4 autres qui doivent être livrés. On a lancé on a passé un marché avec les Chinois pour des avions de guerre également et des hélicoptères de guerre aussi. Donc, sur ce plan-là aussi, on est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la sécurité du pays. Donc, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est debout, la Côte d'Ivoire est en marche, n'en déplaise aux ennemis intérieurs et extérieurs. Mais quoi qu'il en soit, nous veillons au grain. Nous sommes dans une année électorale, une année très sensible, on le sait, mais tout simplement parce qu'il y a un déni de démocratie, un déni de liberté vis-à-vis du côté de nos adversaires. Sinon, en réalité, une année électorale n'est rien d'autre qu'une année semblable à toutes les autres années, sauf qu'on va à une élection. Ça s'arrête là. Éclaireur, je m'arrête là pour l'instant. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher père. Merci surtout pour la clarté du message. Et le 15 janvier 2025, le président Alassane Ouattara sera en visite privée en France. Et vous le connaissez dans cette méthode. Ça veut dire qu'il va profiter pour régler beaucoup de choses avant de rentrer. On ne connaît pas exactement combien de temps il va passer. Mais déjà, on sait que le 15 janvier, il partira en France. Maintenant, hier, mercredi, Kwao Justin, Serge Kofi le drone et Mpono Etienne devraient passer devant la justice ivoirienne. Mais ça a été reporté pour le 22 janvier 2025. Et donc, on verra bien ce que ça va nous donner. Et en plus de cela, il faut dire que Patrick Hachi a été nommé comme conseiller spécial du président de la République. Et donc, ce n'est pas une visite qui est gratuite. Et quoi qu'on dise, c'est quelqu'un aussi qui a une bonne expérience dans la gestion de l'État. Et donc, si on me demandait pourquoi elle a été nommée, je dirais simplement que c'est une nomination qui a un but fortement politique pour essayer de répondre, ça je parle de façon politique, pour essayer d'utiliser son aura politique dans les campagnes qui viendront. Donc, cher père, vous pouvez vous mettre sur muet. Ok. Donc, parce qu'on aura besoin de l'aura de tout le monde. Mais déjà, comme le père Koulibaly vous l'a dit, le président a clairement dit « Je suis en très bonne santé ». Et pour répéter ce qu'il a dit, surtout, le discours politique, quand il se fait, quand un homme politique parle, c'est le contexte qu'il faut regarder surtout souvent. Le contexte est très important. Parce que le contexte, c'est l'environnement dans lequel il tient un certain propos. Et en général, le propos peut être déjà important parce que Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi. Mais c'est l'endroit où il le dit et le moment où il le dit, c'est ce qu'on appelle le contexte. Et c'est très important. Quand devant des diplomates, il s'exprime, c'est surtout pour dire la Côte d'Ivoire sait où elle va. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je me rends compte que la Côte d'Ivoire a besoin de mon expertise. Et surtout que je ne suis pas un demi-ivoirien. Moi qu'on a toujours accusé d'être quelqu'un de nationalité douteuse ou de quoi que ce soit. Non seulement j'ai pu défier l'histoire pour vous montrer que ça n'était aucunement de tout ce que les gens ont dit, mais si aujourd'hui Alassane Ouattara fait marche arrière, ça va aussi amener certains à se dire, mais est-ce qu'il n'était pas réellement un citoyen de seconde zone? Il y a aussi cette réalité-là qu'il faut calculer. Ça veut dire, au-delà du contexte, il y a aussi une réalité historique. Alassane Ouattara ne va pas abandonner ses droits comme s'il était quelqu'un qui est né à moitié pour faire plaisir à la France ou même pour faire plaisir aux opposants. Voilà un homme fini comme Laurent Gbagbo, un homme anti-daté comme Laurent Gbagbo. Lui, il est en train de se battre pour qu'on puisse violer le droit pour que lui soit sur la liste électorale. Et on demande à quelqu'un qui n'a jamais violé le droit de se retirer comme si quand Alassane Ouattara est né là, le jour qu'il est né, sa maman l'a mis au monde là. C'est son pied et puis son nombril là. Ça veut dire son nombril là. Il est né à moitié. Et puis maintenant, c'est quand il est sorti maintenant, quand il a commencé à grandir là. Le reste, sa poitrine et puis sa tête ont poussé. Et donc là, il ne peut pas être traité comme les autres. Non, il est né complet. Et la constitution ivoirienne là, il n'y a pas quelqu'un qui doit l'appliquer mieux qu'Alassane Ouattara. Et donc là, si la constitution lui permet d'être candidat, et ce qui est le cas, il sera candidat de plein droit au nom de la réalité politique de la Côte d'Ivoire et des droits que les Ivoiriens se sont donnés. Maintenant, les gens peuvent se promener pour dire s'il est candidat, le pays va brûler. S'il est candidat, Emmanuel Macron, qui est incapable de diriger la France, va venir apporter l'armée française. Ils vont venir faire ceci, cela. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Parce que la France peut se donner les lois qu'elle veut. Mais la France doit comprendre aujourd'hui que dans le contexte mondial, aujourd'hui, elle est en perte de vitesse en matière de diplomatie.
Parce qu'elle a des dirigeants incapables et des dirigeants qui ne savent pas s'assumer comme Emmanuel Macron. Et si par anticipation, on arrive à comprendre dans leur jeu, ça veut dire que nous avons les capacités intellectuelles et même mieux au-delà des capacités intellectuelles, nous avons aujourd'hui les moyens de nous affirmer. Maintenant, les hélicoptères Airbus H125, le père Koulibaly vient de bien vous expliquer. En fait, là, quand tu dois payer des appareils militaires, ce sont des appareils sophistiqués. Quand tu payes ces appareils-là, ce n'est pas seulement l'appareil qu'on regarde pour dire il a payé l'hélicoptère. Mais est-ce que tu as fait l'entraînement? Est-ce que tu as maîtrisé l'appareil? Parce que si tu payes et puis on te livre là, il y a une deuxième partie, il y a la science, il y a la formation. Et donc la formation là, dès que tu rentres en négociation avec un fabricant d'armes et que vous allez payer l'armement et que vous avez financé l'armement, qu'est-ce qu'on fait? On rentre directement dans la phase de formation. C'est pourquoi vous avez vu, il y a des Ivoiriens qui sont partis en Chine par rapport aux uns, parce que chaque appareil militaire est différent. Quand on dit c'est un appareil chinois, c'est que c'est un appareil chinois. Quand on dit c'est un appareil français, c'est que c'est ça. Si on dit c'est un appareil américain, c'est que c'est ça. Donc là, il y a la partie qui est là, la formation. Et donc, durant cette formation-là, dans le cas des hélicoptères Airbus H125, on était en négociation et celui qui était le fournisseur, parce que le fournisseur n'est pas forcément le fabricant. Ça aussi, il faut qu'on explique clairement aux gens. Et donc, ce sont des experts qu'on prend et qu'on met pour étudier. C'est comme quelqu'un, tu t'en vas payer par exemple un terrain, mais le géomètre qui va venir là, ou bien l'architecte qui va venir là, lui, il ne va pas s'amuser à dire, bon, il faut me dire ce que tu veux, je vais faire. Il va te dire, tel appareil, voilà comment c'est ça. Donc là, avant de te donner l'appareil que tu as commandé là, on va prendre des échantillons de l'appareil, comme des hélicoptères Airbus H125. On va déjà commencer la formation avant que les vrais appareils ne soient livrés. Là, quand c'est comme ça arrange tout le monde. Non seulement, quand on va recevoir nos hélicoptères, nous, on est déjà formés et en même temps, le suivi est facile. C'est dans ce cadre-là qu'on était en négociation et après, il y a eu des moments d'échappement et ça traînait. Donc, les appareils qui étaient là, après un moment, je ne sais pas si le contrat est arrivé à bout ou pas, mais s'ils les ont repris, alors qu'on a déjà 6 en main, mais où est le problème? Où est le problème? Mais on voit que Africa Intelligence est dans une volonté de vouloir salir la Côte d'Ivoire par tous les moyens et de vouloir trouver la petite bête qu'il faut, mais ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et donc, c'était important de signaler aussi ces fêtes-là aux uns aux autres avant qu'on ne puisse continuer. Et donc, Mère Djeneba, on va vous laisser la parole pour votre deuxième tour. Ok, merci Éclaireur de me redonner la parole. Voilà, donc je vais parler un peu du pays d'origine de Laurent Gbagbo. Le président Assimi Goïta est sorti encore. Le président Bobo qui ne parle jamais, mais que quand il sort, il fabrique les mensonges pour aller dire. Et quand il commence même à parler des mensonges, lui-même il bégait, tellement que c'est gros, c'est plus gros que lui. Il est sorti encore, il dit que les gens qui sont le pays qui se trouve à côté de chez eux, le pays dont eux, ils sont pas en bon terme, que ces pays-là, eux, ils ont vu un drone de ce pays-là circuler. En tout cas, des trucs vraiment, comme vous savez. Donc, après, il dit que oui, les Européens, là, les Blancs, ils sont contre l'Afrique. Ils veulent détruire la Côte d'Ivoire, ils veulent détruire tous les pays qui sont aux alentours. Et en faisant cela, là, ils vont forcément détruire le Mali. Donc, c'est des gens, en fait, qui veulent détruire l'Afrique. Et il a fini aussi par dire qu'ils souhaitent, de la manière qu'ils ont diminué le prix du riz, donc c'est cette manière-là qu'ils vont faire pour diminuer aussi le prix des panneaux solaires pour que la population malienne puisse acheter, chacun puisse acheter son panneau solaire pour mettre sur les têtes, en fait, quoi. Voilà un peu des bêtises que ce monsieur-là a dit. Il a aussi parlé aussi du fait que il y a des gens qui ont construit des maisons là où on devrait planter, je sais pas si c'est quoi, d'électrique ou bien un truc comme ça. Vraiment, que donc ceux qui ont construit les maisons là-bas, les maisons vont être détruites.
Donc, quand je vois ça, quand j'entends ça, je dis, mais attends, ce monsieur-là, c'est pas eux, les Maliens, là, qui se moquaient des Ivoiriens lorsque notre ministre cassait les maisons qui se trouvaient dans les quartiers précaires, dans les quartiers dangereux. Donc, eux aussi, là, eux, ils cassent les maisons aussi, sous prétexte qu'il y a des maisons aussi que les gens ont construit dans les passages de l'eau. Donc, les maisons vont être cassées parce que l'eau n'arrive pas à circuler comme il le faut. Donc, regardez des personnes comme ça qui se sont fait passer pour les protecteurs des êtres humains, des soi-disant personnes qui étaient en difficulté en Côte d'Ivoire. Et eux aussi, chez eux, ils font la même chose. Tout ça, c'était pour saluer le président Ouattara. C'est le président Ouattara qui a commencé avec le ministre. Ils ont cassé les maisons qui se trouvaient dans les quartiers dangereux pour ne pas que les Ivoiriens, la population ivoirienne se laisse tuer en fait à chaque année. Donc, c'est des personnes, regardez aussi cette histoire de riz aussi. Apparemment, les Maliens n'ont pas encore vu l'effet du prix de riz qui a diminué. Hein. Ils sont tous dans la même situation. Et puis, cette histoire des panneaux solaires qu'ils vont venir mettre là, ça va venir augmenter encore la charge des Maliens qui ont du mal même à se nourrir. Donc, alors que la population était tranquille là auparavant, ils avaient la lumière. Ils payaient tranquillement leur électricité et il n'y avait pas de problème. Ils étaient dans la lumière, tout roulait comme il fallait, les gens travaillaient comme il le fallait. Il a fallu que lui vienne pour venir mélanger la vie de cette population. Et tout ce qu'il trouve comme solution, là, c'est de venir acheter les panneaux solaires pour venir vendre encore à ces pauvres populations. Vraiment. Donc, quand il parle encore des histoires des Blancs qui veulent détruire le Mali, quand il parle des Blancs, là, les Russes, là, eux, ils sont quoi? C'est les Africains. Apparemment, chez les Maliens, là, apparemment chez Assimi Goïta, apparemment chez les individus qui se trouvent les 3 pays du Sahel, là, les Vauriens qui sont à leur tête, là, ils pensent que les Russes sont les Africains. Franchement, c'est des gens en fait, qui n'ont rien à dire. Et la population s'attendait à beaucoup de choses, s'attendait à ce qu'on leur dise que là, c'est fini. Vous n'allez plus être dans le noir, nous allons intégrer la lumière et la vie va être déroulée comme auparavant. Ce qui n'a pas été le cas. La population, ils sont effarés, ils sont choqués. Et de la manière même que les soi-disant présidents parlaient même, ça en disait long. Vraiment, être politicien là, c'est pas donné à tout le monde. Être président là, c'est pas donné à tout le monde. Assimi Goïta, quitte là. Ce n'est pas ta place. Si ce n'est pas l'autre voyou là de Ibrahim Traoré qui passe son temps à raconter des choses qu'il ne connaît plus, il ne maîtrise pas, c'est toi qui, quand tu sors là, tu commences à bégayer, à raconter tout et n'importe quoi. Vraiment, ça, ce n'est pas le comportement d'un président. Ah, comme on vous a dit, vous les Maliens, votre malheur ne fait que commencer. Vous n'avez pas écouté ce que vous nous avez dit auparavant. Vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est comme ça, quand on pense que les ennemis là, c'est les autres là, au moment où tu vas te rendre compte que ton propre ennemi là, c'est celui qui est auprès de toi là, ça trouve que c'est trop tard. Assimi Goïta, tout ce qui l'intéresse là, c'est de rester au pouvoir, pouvoir piller l'argent de la Côte d'Ivoire, du Mali, et puis donner l'argent de l'or à Batourignan pour qu'elle aille sillonner partout, faire des fêtes pendant que la population est dans la faim. Voilà à quoi on assiste au Mali. Et je termine rapidement avec l'histoire de Kémy Séba. Kémy Séba qui s'est déroulé. Maintenant, chose qu'on présentait, il veut être candidat maintenant dans son pays. Donc, on comprend maintenant pourquoi il faisait tout ça. Et comme on le dit, c'est le même groupe là. Donc, tous ces manigances qu'il faisait autour là, lui aussi, il a envie de venir entraîner les Béninois aussi dans ce trou là aussi, comme les autres pays du Sahel. Là. Voilà à quoi on assiste. Comme on dit, à bon entendeur, salut. Vous les Ivoiriens, vous êtes dans votre situation de bonheur. Vous êtes là, vous avez la lumière, vous mangez comme vous voulez. Vous êtes dans la paix, vous êtes dans la sécurité, vous êtes dans tout ce qu'il faut comme confort dans votre pays. Si vous ne connaissez pas ça, si vous ne connaissez pas la valeur de ce travail-là qui est fait grâce au président Ouattara, là, amusez-vous, donnez votre vie à un criminel comme Laurent Gbagbo, donnez votre vie à une personne qui traîne des casseroles dans ses placards comme Tidjane Thiam, le Sénégalais, donnez votre vie à un criminel comme Blé Goudé, donnez votre vie à une sorcière qui se proclame, qui est heureuse lorsqu'on viole les femmes, qui est Simone Olivier Gbagbo, donnez votre vie à ce professionnel de coup d'État, à ce tueur de fioles, à cet empoisonneur de Sorogium. Vous verrez là où vous allez arriver. Comme on le dit, le bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Merci beaucoup, je m'arrête là. Ok. Merci beaucoup, chère mère. Et en plus de ce que vous avez dit, hier, il y a M. Adjoumani qui a parlé au PPACI et il leur a fait comprendre que s'ils veulent jouer les ânes,
nous on aura les bâtons pour les fouetter sans état d'âme. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui inscrit les Ivoiriens sur la liste électorale. Que Gbagbo s'adresse à la CEI ou bien à la justice ivoirienne. Point. Une phrase simple là. Et je crois que c'est simple, on n'a même pas besoin d'expliquer. Et donc là, si vous faites semblant d'être des âmes, nous aussi, on sera très franc avec vous. On va utiliser ce qu'il faut pour vous mater correctement, pour que vous compreniez qu'on n'est pas dans la distraction avec quiconque. Et donc, il y a l'opposition qui demande un dialogue. Nous ne sommes plus au temps des dialogues. On a déjà fait la 5e phase et on ne va pas continuer à perdre le temps aux Ivoiriens pour rentrer dans l'amusement et une perte de temps pour les Ivoiriens. Et hier, le porte-parole du gouvernement en a parlé. Mais on ne peut pas être en même temps pressé d'organiser des élections et en même temps demander qu'on puisse trouver une séance pour aller perdre le temps aux Ivoiriens. Et moi, je pose la problématique. Tous les dialogues qu'il y a eu entre le gouvernement et puis les opposants là, quels sacrifices les opposants ivoiriens ont-ils fait au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour qu'on puisse voir la nécessité de ces accords? Le dernier dialogue politique qui s'est tenu là, les conclusions étaient très claires. Et ça a fixé tous les points où il pouvait y avoir des problèmes. Dans la dernière conclusion du dialogue politique, le tout dernier, tous les partis ont les documents. On dit, si vous avez un problème là, adressez-vous à l'institution. Et je répète, une des conclusions de ce dialogue politique a été de dire que nous sommes désormais un état de droit, où toutes les institutions sont installées et où elles fonctionnent. Et la recommandation de ce dernier dialogue politique a été de dire que tous les problèmes qui révèlent d'une institution doivent leur être posés. Tant que nous étions dans une forme de transition où toutes les institutions n'étaient pas installées, on pouvait comprendre qu'il était important que tous les acteurs s'asseyent ensemble pour voir comment apporter des solutions. Donc, il n'y aura pas de dialogue. Hein? C'est ce qu'il a dit. Il n'y aura pas de dialogue. C'est hier il a dit ça. Hier, mercredi 8 janvier 2025. C'est le porte-parole du gouvernement qui a dit ça. Comme lui là, lui le grand type là, lui parle pour masquer un peu. Mais quand il est venu vous rappeler ça là, la conclusion là, ça veut dire, la Côte d'Ivoire là, il n'y a pas eu coup d'état pour qu'on dise que les institutions ne fonctionnent pas. La Côte d'Ivoire n'est pas sous tutelle là, pour dire que nous avons besoin d'une autorité morale ou même d'une autorité extrajudiciaire pour pouvoir régler nos problèmes. La Côte d'Ivoire fonctionne et toutes les institutions fonctionnent correctement. Et comme toutes les institutions fonctionnent là, c'est à vous les opposants qui avez signé les conclusions et qui avez accepté là, d'aller dire à vos militants, si on a un problème avec la justice, on s'en va directement toucher la justice. Si on a un problème avec la CEI, on va toucher directement la CEI. On ne peut pas demander à Alassane Ouattara de faire route, de faire pont, d'améliorer l'IDH et en même temps lui demander d'être un bavard et de lui perdre le temps. Comme les institutions fonctionnent là, on vous retourne ça. On ne vous a pas obligé à signer. Donc là, c'est que il est en train de vous faire comprendre là. Il n'y aura pas de dialogue. Si vous voulez attirer le ciel pour mettre ça en bas, il n'y aura pas de dialogue. Moi, ce que j'ai dit là, c'est pas moi j'ai dit. Oh. Moi, j'explique ça simplement pour que mon grand cousin qui est au village là, il s'appelle Bob Max Bob. C'est lui qui a cultivé cacao. Voilà, c'est à lui que je parle. Le chef de classe qui a fui et qui n'est pas venu, qui ne sait pas comment les élèves vont, qui a laissé le cafouillage. Respect au chef de la classe, Bob Max Boss. Non, moi, j'explique simplement les choses pour que tout le monde comprenne. Il n'y aura pas de dialogue politique parce que vous n'avez pas encore réussi votre coup d'État là-haut. Quand vous allez réussir votre coup d'État là, et puis maintenant vous allez former le gouvernement d'union nationale là, c'est là que vous allez faire dialogue politique. Comme vos mercenaires Ibrahim et Assimi Goïta et autres n'ont pas encore attaqué le pays, et puis les institutions là sont faibles là. Les institutions là, ça fonctionne là. L'Assemblée nationale fonctionne, la justice fonctionne, le Sénat fonctionne, la Cour constitutionnelle fonctionne. Donc là, ça va vous plaire, ça ne va pas vous plaire. Si vous avez un problème pour pouvoir, sur la candidature de Laurent Gbagbo, là, vous allez à la justice. Si vous avez un problème pour pouvoir voter une amnistie pour Laurent Gbagbo, là, vous allez aller à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme ça que ça se passe. On n'est pas dans un état voyou.
On n'est pas dans un état où on improvise les choses. Et ça démontre encore que votre niveau d'intelligence en tant qu'opposant est très bas. Ça veut dire, vous signez des choses, vous ne savez pas ce qui est dedans. Et maintenant, quand ça vous piège, vous avez honte, vous ne pouvez pas expliquer à vos militants, vous venez crier devant vos militants. Alors qu'aujourd'hui, là, ce que vous ne saviez pas, là, les dialogues politiques, là, vous-même, là, vous vous êtes attachés correctement. Et puis, c'est que les gens du pouvoir ont fait, est-ce que vous savez, ils ont pris ça, les copies, là, ils ont déposé ça à l'ONU, ils ont déposé ça dans toutes les représentations diplomatiques. Donc, même quand vous courez pour aller mentir aux gens, là, que, non, d'accord, le pays va mal, là, les gens disent, mais le pays qui va mal, là, c'est pas vous-même qui avez signé les documents, là. Donc, on a compris. On va aller se renseigner avec ceux qui rendent le pays mal, là. On va aller se renseigner avec eux. Mais bizarrement, quand on va se renseigner, le document que vous ne voulez pas, alors qu'on voit votre signature dessus là, le gouvernement, oui, c'est eux-mêmes qui ont signé et c'est comme ça. Et le pays fonctionne bien. Vous-même venez voir les institutions. Et quand les gens finissent de vérifier, ils disent, ouais, votre pays, ça va bien. Donc aujourd'hui, là, vous êtes dans quelque chose là, vous serez obligé d'aller jusqu'au bout. Ça, c'était important qu'on dise aux uns aux autres. On va donc permettre à Mère Sali Kone de reprendre la parole pour une deuxième fois. Oui, cher frère. Moi, il y a quelque chose qui me fait rire dans cette histoire-là. C'est-à-dire, eux-mêmes, là, la communauté internationale, ils veulent attirer l'attention là-haut. Eux-mêmes, ils respectent les lois chez eux là-bas. Maintenant, vous voulez que c'est vous là. Au contraire, on est en train de montrer que nous-mêmes, les Africains, là, est-ce que ça va mettre dans nos têtes même? Franchement, on est en train de nous renverser devant les gens. Et puis demain, c'est eux encore qui viennent dire que pourquoi le bien est comme ça, le bien est comme ça. Parce que nous, les Africains, nous sommes bêtes. Vous ne respectez pas vos institutions, vous ne respectez pas vos institutions. Et puis, c'est ceux qui respectent les institutions, là, que vous allez partir leur dire que, ah, voilà. Hey, réfléchissez un peu, hein. Vous pensez que les Blancs, vous partez chez eux, ils ne sont pas au courant des services de chez vous là-bas, quoi. Attendez, vous, les gens de l'opposition, il faut qu'on vous parle. Papa Ado, là, vous êtes en train de dire qu'il n'était pas ivoirien. Mais Babo Loré est condamné par la justice. Blanc Goudé est condamné par la justice. Soro Diom est condamné par la justice. Est-ce que ça, on a besoin de partir à l'école pour comprendre ça? Et puis c'est ça, vous n'allez pas parler, dire on a fait dialogue. Vous êtes quitté la réconciliation, vous entrez dans le dialogue. Vous n'avez rien vu encore. On vous dit que le pays est géré par des gens qui connaissent, qui savent ce qu'ils font. Le pays n'est plus géré par des gens qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ceux-là, ils savent ce qu'ils font. Vous allez nous parler, vous quittez dans la réconciliation, vous êtes dans le dialogue. Ce n'est pas le dialogue seulement, vous allez dire. On vous prend le pays là, mais puis on vous donne cadeau, vous allez nous laisser tranquille. N'importe quoi. On vous dit, nous, vous là, quand Dieu vous a donné votre chance, vous avez laissé votre chance partir. C'est quoi Dieu dit? Quand j'agis dans ta vie, là, il faut pouvoir attraper bien. Quand on n'attrape pas bien, que ça part pour te laisser là. Il y a des choses qui ne viennent pas deux fois dans la vie. Oui. Il y a des choses qui ne viennent pas deux fois dans la vie. C'est comme toi, un homme ou bien une femme. Dieu te donne une bonne femme. Dieu te donne un bon homme qui pense que la personne est bête, désespérée, qui te fout de la personne. Maintenant, tu perds. Demain, là, tu vas chercher ce genre de femme-là, tu ne vas plus jamais trouver. Tu vas chercher ce genre d'homme-là, tu ne vas plus jamais trouver. Oui, parce que Dieu, quand il agit là, il ne va pas descendre pour nous parler. Quand quelque chose est bon là, il faut savoir que c'est bon. Voilà pourquoi nous, Ivoiriens, comme on sait que c'est ce gouvernement-là qui nous donne ce qu'on a aujourd'hui, on dit qu'il faut rester. Le papa Ado se porte très bien et il se portera très bien parce qu'Allah même le tient. Merci l'éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Merci encore de ce que vous venez de dire. Et il faut dire que le pays se porte très bien. Il faut dire à Laurent Gbagbo et à ses partisans et à l'opposition que leur extraspolation, ça ne passera pas. Il y a ce qu'on appelle l'indice de la perception de la corruption. Ça veut dire le pays est corrompu jusqu'à quel niveau? Il y a 180 pays dans le monde là qui participent chaque année à ça. Bizarrement, en 2000, là, quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir, là, la Côte d'Ivoire était 71e sur 180. Mais en 2011, quand Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire, quand Laurent Gbagbo laisse le pouvoir le 11 avril 2011, là, la Côte d'Ivoire était 146e. De 71e sur 180, Laurent Gbagbo nous a ramené à 146 sur 180. Mais en 2022, là, le président Ouattara a pu nous ramener à la 99e place. Et donc ça, c'est important pour vous les militants. On donne beaucoup de détails souvent dans ces séances-là pour que vous utilisez ça comme des arguments. On simplifie ça pour que vous ayez des arguments. Ici, ce n'est pas seulement des informations qu'il faut venir prendre, mais c'est aussi de la formation. Et vous voyez, je donne beaucoup d'informations pour que vous puissiez les assimiler. Et puis quand vous êtes en situation là, vous mettez ça. C'est comme hier nuit, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont suivi. J'étais avec le frère Kokora et puis Ayédé sur une de nos plateformes où les opposants de Tian voulaient s'amuser. Mais on leur a fait la politique des hyènes. On les a bien encerclés et puis quand un donne, un donne. Quand un prend ici, un donne là. Je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient là-bas.
Mais on leur a tellement bien donné, là, ils ont tous disparu jusqu'à ce qu'on descende. C'est comme ça. Et aussi, si on n'a pas envie de tenir compte même des standards du gouvernement, même si on ne veut pas voir le bon travail du gouvernement, là, il faut aller regarder les standards de Mo Ibrahim. Selon les standards de Mo Ibrahim, qui classe les 54 pays africains sur la sécurité, le droit de l'homme et le développement économique, et l'impact même des politiques économiques sur les humains, en 2011, là, sur les 54 pays africains, la Côte d'Ivoire était 44e. Je dis bien 44e. Mais en moins de 12 ans, c'est-à-dire en 2022, là, Ouattara nous a fait passer de 44e à la 20e place. Ça veut dire que la gouvernance en Côte d'Ivoire s'est améliorée. Ça veut dire que la qualité de vie des Ivoiriens s'est améliorée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité s'est améliorée. Aujourd'hui, l'indice de sécurité à 1,2%. C'est de cela. C'est des choses là, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer. C'est comme ça. Lorsque Alassane Ouattara prend le pouvoir, en 2022, là, la Côte d'Ivoire était 159e en termes d'indice pour mesurer la liberté d'expression. En 2000, quand Gbagbo prend le pouvoir, là, la Côte d'Ivoire était 159e. Et de 2000 jusqu'à 2010, quand Gbagbo laisse le pouvoir, là, la Côte d'Ivoire est 159e. C'est celui qu'on voyait des journalistes assassinés. Mais quand le président Ouattara prend le pouvoir, de 2010 à 2022, la Côte d'Ivoire passe de la 159e place à la 37e place. Est-ce que ça là, on va dire c'est lui qui fabrique tous ces chiffres-là? C'est la réalité que vous n'aimez pas et qui vous fait mal. Et c'est important qu'on puisse le dire aux Ivoiriens pour dire que la Côte d'Ivoire a des dirigeants sérieux, la Côte d'Ivoire a des dirigeants qui tiennent compte de leur crédibilité et qui laissent des résultats. Et c'est cela, et c'est important. Et donc, on va laisser le père Martial nous rebondir encore sur d'autres questions, mais sur des sujets qu'il préfère. Oui, éclaireur, merci. Merci. En fait, dans la suite de mes précédents propos, je voudrais parler de la désinformation, parce que nous sommes dans une année électorale. Nous ne sommes pas, voilà, on est en pré-campagne, dans une période de pré-campagne en quelque sorte. Donc, il faut faire très attention à la désinformation dont on a souvent parlé sur la plateforme. Hein. Et effectivement, les autorités ivoiriennes ont pris conscience de ça. Et il y a des, comment j'appelle ça, des campagnes d'information pour comment expliquer aux populations comment éviter de se laisser embobiner par les fake news. Et il y a également la police de lutte contre la cybercriminalité qui est très active. Et par rapport à ça, il y a des données que je voudrais communiquer à nos frères et sœurs qui nous écoutent. Il faut savoir que il y a une étude qui a démontré que 60% des fake news sont fabriquées depuis l'étranger, notamment de la Russie, de la Chine et de la Turquie. C'est là-bas les gens se cachent, c'est là-bas les gens sont, et puis ils cherchent à déstabiliser nos pays, notamment la Côte d'Ivoire. C'est important de le noter, hein, que la plupart des fake news là sont fabriquées de l'extérieur. Par exemple, à un moment donné, les gens ont fait quoi? Ils ont voulu faire croire que ils ont fait circuler une fausse circulaire de l'ambassade d'Ukraine en Côte d'Ivoire, faisant croire qu'il y avait une campagne de recrutement de jeunes Ivoiriens pour aller combattre l'armée russe. C'était une fake news en fait, c'était complètement faux. Ensuite, ils ont fait croire que, toujours sur Facebook, hein, que le président Macron était en train de faire pression sur le président Ouattara pour qu'il légalise l'homosexualité en Côte d'Ivoire. Tout ça, c'est pour mettre en colère les populations en fait. Donc, les gens choisissent des sujets donnés qui peuvent fâcher la population et puis j'essaie d'orienter les sujets là-dessus. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à se justifier. Donc, c'est un peu ce que Clara essayait d'expliquer la dernière fois en parlant de l'effet Brandolini. C'est un peu ça que les gens utilisent. Et encore une fois, il faut noter que toutes ces fake news viennent en général de l'extérieur, sont fabriquées depuis l'extérieur. 60% viennent de l'extérieur et c'est Russie, Chine, Turquie. C'est là-bas que souvent, la population est souvent victime de ça.
Donc, les Ivoiriens, les autorités ivoiriennes font de leur mieux pour essayer d'endiguer au maximum ce phénomène de fake news. Et on sait pertinemment que ça va encore s'intensifier, hein, sans problème, compte tenu du fait que nous sommes dans une année électorale. Mais c'est à nous, les militants, aux militants et à tout le monde de faire très attention. Comme l'éclaireur a souvent dit, quand vous recevez une information, il faut souvent vous poser la question de savoir de qui vient cette information, et puis essayer de faire des recoupements. Renseignez-vous d'abord avant de relayer les informations. Quand vous relayez systématiquement, c'est souvent très dangereux. Voilà. Donc, je voulais attirer l'attention des uns et des autres sur ce problème de fake news, ce problème de fausses informations, ce problème d'intoxication, ce problème d'inforce et tout ça, pour dire qu'il faut faire très attention. Maintenant, je souhaite que pour cette année électorale, il faudrait que la régulation, tout ce qui est texte de loi concernant justement les fake news soit renforcé, ou à défaut d'être renforcé, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de publicité de la part des autorités sur les sanctions que les gens peuvent encourir en faisant, en tout cas en publiant ou encore en relayant des fausses informations. Si ce travail de prévention n'est pas fait, je pense que c'est clair que ça va souvent être très très chaud sur les réseaux sociaux. Et puis bon, il va falloir que les différentes populations soient suffisamment matures pour pouvoir comprendre qu'elles sont manipulées. Ce qui n'est pas évident. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître, parce que moi, je suis dans un domaine d'activité qui fait que j'ai souvent affaire à monsieur tout le monde. Et je peux vous dire que quelquefois, vous vous surprenez de voir que les gens vous posent certaines questions, alors que un document peut être devant lui, très court, qui fait à peine même 3 lignes, où toutes les informations sont... La question qu'il va te poser, la réponse est dans le document, mais en fait, il ne lit pas. Donc, ça veut dire que souvent, les gens ne prennent pas la peine de s'informer même. Donc, tout ce qu'on leur dit, ils commencent d'abord par croire avant de chercher à vérifier l'information, ce qui est une très mauvaise attitude. Encore une fois, les masses populaires ont besoin d'être éduquées. Je pense que c'est quelque chose, c'est un travail qu'il va falloir confier vraiment à une cellule de réflexion et de travail au sein du gouvernement, au sein du RHDP, pour qu'on puisse arriver à intégrer au maximum ce phénomène. De l'autre côté, avec ta permission éclaireur, j'aimerais parler de la nomination de l'ancien Premier ministre Achille Patrick. Je pense que le président a encore démontré que c'est un fin tacticien, c'est un stratège hors pair. C'est un monsieur, je l'ai dit souvent, il est très fort dans l'anticipation. Les gens ont pensé que Achille Patrick, le président l'avait oublié. J'ai même écouté il y a eu des gens ont fait des panels pour dire ouais, il a utilisé, il a jeté, il a sucé comme une orange, il a ainsi de suite. Il a récupéré le monsieur, il lui a donné un poste. Il a nommé conseiller spécial. On ne sait pas, on n'a pas précisé dans quel domaine, mais conseiller spécial. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un, pour avoir été Premier ministre, pour avoir été membre du gouvernement, pour avoir été secrétaire général de la présidence, pour avoir été Premier ministre, je pense qu'il connaît toutes les questions transversales du gouvernement. Donc, on peut lui confier spécifiquement certains sujets précis pour qu'il puisse donner son point de vue dessus. Mais encore, je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est un diplômé de haut niveau. Parce qu'il ne va pas enseigner à Harvard qui veut. Ah oui, quand il a quitté la primature, il allait enseigner à Harvard. Donc, n'oubliez pas, ça veut dire qu'il a quelque chose dans la tête, le monsieur. Donc, vous imaginez bien que le président Ouattara ne va pas se rabaisser à aller répondre à Tidjane Thiam. Voilà un interlocuteur de Tidjane Thiam que le président a mis. Ah, et vous savez, Achille Patrick, c'est un beau parleur. Il sait parler et puis il a quelque chose dans la tête. Il est vraiment instruit. Pendant que quelqu'un dit que lui, il est diplômé de quelque part, lui, il enseigne à Harvard. Donc, quelqu'un qui enseigne à Harvard, là, tu ne connais pas papier plus que lui. Si c'est papier, là, lui aussi, il connaît papier. Lui aussi, il a eu des grands diplômes. Il a eu des diplômes américains. Donc, vous allez voir que Achille Patrick, là, il va souvent répondre à Tidjane Thiam. Et puis, il connaît la maison PDCI. Il était là-bas il y a très longtemps. Donc, vous voyez que le président, ces nominations ne sont pas faites au hasard. C'est très stratégique. Ah oui, c'est un vrai guerrier qu'il a mis à côté de lui. Et puis maintenant, si on veut parler en termes de géopolitique nationale, il va forcément rassembler ses parents de Azopé et tout le reste là pour lui. Sachant bien que le ministre de la Santé, lui, les gars à Beauville, il lui reste là pour pouvoir faire le travail de proximité
et pouvoir continuer l'implantation du parti et continuer à convaincre les gens que le vrai choix, que le bon choix, le meilleur choix, c'est le RHDP. Donc, éclaireur, voilà en quelques mots ce que je voulais ajouter à ce que j'ai dit auparavant. Vraiment, merci beaucoup, cher Ané. Merci encore pour tout ce que vous dites. J'allais revenir un peu sur le point Patrick Hachi pour dire que on peut être tacticien sans être un stratège. Comme on peut être un stratège et sans être un tacticien. Mais retrouver les deux en un politicien, c'est vraiment chose rare. Et c'est ce que le président est en train de démontrer. Aujourd'hui, regardez comment par son silence et la manière dont il lance les informations. Ça veut dire, aujourd'hui, quand il va devant les ambassadeurs pour dire que je me porte bien et que les Ivoiriens ont besoin de moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met au-dessus de la mêlée. Et que même ce que les Ivoiriens disent là, c'est les Ivoiriens qui l'écoutent. Les Ivoiriens ont besoin de moi et ma santé me permet de répondre parce que la Constitution et les faits sont en notre faveur. Mais c'est quoi un stratège? Un stratège, c'est quelqu'un qui met un plan, qui trace les plans de quelque chose. Nous, on ne comprend pas beaucoup français. Un stratège, c'est quelqu'un qui trace le plan de quelque chose, un objectif à atteindre. Maintenant, un tacticien, c'est celui qui pousse les pions, là. Qui pousse les petits pions, là. Voilà. Les petites stratégies, là. C'est ça la tactique. Maintenant, imaginez un stratège qui applique lui-même sa propre tactique. C'est ça Alassane Ouattara. Et ça fait que c'est difficile de le comprendre, mais il est toujours là par anticipation. Et c'est ça qui fatigue nos opposants. Et il y a le chef de classe Bob Marks qui dit que 2025 ne sera pas comme 2020. Et vous nous voyez sur la plateforme, mais vous ne savez pas, les gens ne parlent pas dans le vide. Et quand il dit ça, ça nous rassure encore une fois de plus. Et je sais de quoi je parle. Et ça sera comme il l'a dit. On ne va pas accepter que vous venez mettre en danger la vie des Ivoiriens. Ça, non. On ne va pas accepter que le désordre puisse venir. Si vous ne voulez pas respecter l'image de la Côte d'Ivoire pour en faire un pays respectable, en tout cas, les Ivoiriens, cette fois-ci, ne vous permettront pas de venir dévisager la Côte d'Ivoire pour l'amener vers l'humiliation et la honte. Et c'est très important. Et donc, nous avons un président qui est très intelligent, et c'est ce que le père Koulibaly vient de vous dire ici. C'est nous qui devrions être très fiers de notre président pour savoir qu'on a un homme qui sait où il va et qui a de la suite dans les idées. Les gens disent, mais Emmanuel Macron, il a montré sa frustration quand les Arméniens étaient... Non, non, non. Il a montré sa frustration vis-à-vis de qui? Parce que nous, de façon responsable, avons négocié. Et c'est dans un cadre responsable qu'on a négocié. Emmanuel Macron sait de quoi il parle. C'est pourquoi hier, le porte-parole du gouvernement n'en a même pas fait cas. Il est resté neutre. Parce que c'est ce que je disais il y a 2 ou 3 jours. Quand les gens m'ont demandé mon avis sur le départ des forces armées. J'ai dit non, c'est vrai. La situation globale même du monde a changé. Quand tu vas prendre le livre de Nicolas Machiavel qu'on appelle Le Prince là. Quand tu as une armée étrangère et que tu es en territoire étranger, il y a des handicaps qui te plombent dès le départ. À un certain moment, tu es vu comme une force d'occupation. Et c'est comme ça que l'armée française était vue aujourd'hui. Comme un symbole de la colonisation. Que ce soit vrai ou faux, les gens n'en voulaient plus. Mais au lieu de se laisser manipuler par la Russie, ou bien de se laisser manipuler par les panafricains, et si vous remarquez, Emmanuel Macron critique les pays qui se sont laissés manipuler par les panafricains pour faire chasser la France. Mais il ne critique pas ceux qui ont de façon responsable négocié et discuté avec la France dans le cadre légal pour les enlever. La différence, elle est très nette. C'est de cela qu'il est en train de parler. Et donc, c'est totalement évident que pour l'intérêt même de la France aujourd'hui, elle puisse sauver son image pour ne pas être vue comme une force d'occupation. Parce que ça va impacter sa politique extérieure. Le monde change et ça, personne ne peut empêcher cela. Et si tu ne t'adaptes pas aux réalités, tu restes en arrière. Regardez, auparavant, les États-Unis occupaient des territoires comme l'Afghanistan, comme l'Irak, mais après un moment, ils quittent. Parce que c'est coûteux. Économiquement, c'est coûteux d'avoir une force étrangère en territoire étranger. Et politiquement parlant, avec le temps, ça peut vous donner une mauvaise image. Et cette mauvaise image-là peut écorcher votre diplomatie
mondiale. C'est toutes ces réalités mondiales-là qui font que la France elle-même, que ce soit par la violence ou même de façon négociée, n'avait plus grand choix. De toutes les façons, elle partirait. Maintenant, quand elle s'en va là, quand la France quitte là, est-ce que ces pays, pour comprendre la différence entre les pays qui se sont laissés manipuler, si vous remarquez bien, les pays qui ont été manipulés, et puis la Russie leur a dit, si vous chassez la France, nous on va vous protéger là. Remarquez, tous ces pays-là sont déstabilisés. Mais les pays comme la Côte d'Ivoire et autres qui ont dit, nous n'allons pas faire comme vous, mais nous allons de façon négociée et de façon propre et de façon responsable négocier, ces pays-là ont eu le temps de s'apprêter militairement, comme le président l'a dit dans son discours. Au lieu de négocier pour dire, on va faire plaisir aux gens, quitter, on a pris le temps, on dit, bon, voilà ce qui va se passer, voilà la réalité, on ne peut pas faire grand chose, on ne veut pas aussi vous humilier, mais allons doucement, on va s'apprêter. Le président Ouattara est sorti le 31 décembre 2024, il dit maintenant là, on est prêt. Notre armée est moderne, elle est devenue efficace et elle peut défendre notre territoire, donc vous pouvez continuer à quitter. Et donc la grande différence entre ceux qui ont été manipulés là, c'est que les manipulés là, leurs États aujourd'hui sont désorganisés. Et les Russes ne sont pas venus apporter la sécurité qu'ils espéraient. Alors que chez nous, nous avons maintenu une relation qui a été critiquée, mais nous avons pris le temps de nous apprêter et d'être au point avant de pouvoir laisser l'armée française partir. Et donc, on va passer la parole à Mère Djeneba, si elle a quelque chose à ajouter, et en même temps faire sa conclusion. Ok, merci beaucoup, Éclaireur, encore, de me donner la parole. Donc, je termine par dire à Excès. Excès qui est devenu maintenant un chanteur. Et lors de son concert ou bien de son exhibition qu'il est parti faire en Côte d'Ivoire, là, je souhaiterais lui dire qu'il faut qu'il sache que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le pays de Oubi. Et avec l'image que le président Ouattara a donnée maintenant à la Côte d'Ivoire, là, nous ne souhaiterons plus que des individus, des perdus, des personnes sans dignité, les personnes qui ne savent pas dans quelle direction ils doivent aller là, comme Excès. Si ce n'est pas pour aller se trémousser, porter maillot de bain de femme, pour aller s'affaler au bord de la mer, c'est d'aller maintenant pendant son concert ou bien je ne sais pas quoi là, pour s'emballer dans un filet, comme le filet des pêcheurs de la lagune, avec culotte en bas, pour aller se trémousser devant les gens. Fais attention à toi là. Hein. Fais très attention à toi. Ne viens pas gâcher l'image que le président Ouattara a tout fait pour amener la Côte d'Ivoire, pour donner à la Côte d'Ivoire. Nous n'allons plus accepter cela. Tous ceux qui vont salir l'image de la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vont vouloir ternir l'image des Ivoiriens là, nous allons être contre ces personnes-là. Donc la Côte d'Ivoire là, ce n'est pas un pays comme ça. Moi, mais je souhaiterais même qu'on lui tape sur la main pour exhibition, pour attentat à la pudeur, pour ne plus qu'il fasse ces genres de choses-là. Parce que ces genres d'images-là, ce n'est pas bon. Et je termine par dire aux femmes, Éclaireur avait dit la dernière fois, c'est vous qui faites copain-copine avec ces oubis-là. Arrêtons de marcher avec ces personnes-là. Faisons-les comprendre que sur le chemin qu'ils sont dedans là, ce n'est pas le chemin que Dieu a tracé pour eux. S'ils sont en train de faire leur malédiction, ils n'ont qu'à faire ça discrètement. Ce n'est pas notre problème. Nous n'avons pas envie de voir ces genres d'images là dans notre pays. Nous ne voulons pas que ces personnes-là influencent nos enfants. Donc, des conneries comme ça, là, on souhaite ne plus voir ça encore à l'avenir. Et je termine par dire aux Ivoiriens, faites dormez tranquille. Tant que vous aurez un président comme le président Ouattara, le président qui se préoccupe de votre sécurité, il s'est toujours battu pour ça depuis qu'il est là. Tant qu'il sera à nos têtes, là, dormez tranquillement. Ne vous laissez plus jamais manipuler par les soi-disant opposants. Tout ce que les opposants vont dire dès lors, là, sachez que c'est des mensonges. Comme on l'a dit, nous sommes en train d'arriver dans la période d'élection 2025. Nous sommes déjà rentrés en 2025. Donc là, ils vont aller au maximum dans les mensonges. Donc, à vous-même de savoir lire entre les lignes. On n'a pas besoin de venir vous dire ça tous les jours. Dormez tranquillement. Votre vie est en sécurité en Côte d'Ivoire grâce au président Ouattara. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Et surtout pour tous nos parents qui ne savent pas lire ou même qui ne savent pas s'informer, ce n'est pas à nous de vous dire où vous devez aller vous informer.
Mais il y a une chose que tout le monde peut comprendre. Ce n'est pas avec les ennemis du président Ouattara que vous aurez les vraies informations sur la Côte d'Ivoire. Écoutez les sites RHDP. Et puis restez avec ces informations. C'est encore mieux pour votre santé. Parce que quelqu'un qui dit « t'aime pas », quelqu'un qui dit « ce que tu fais, le bien faire là, je vais transformer ça en mal là ». Si tu t'en vas l'écouter là, si tu n'as pas eu hypertension, tu auras maux de cœur, ou bien même là, tu auras une autre maladie. Donc ce qui est mieux pour vous là, dès qu'une information vient, vérifiez. Si on dit c'est les opposants là, mettez ça à côté, et puis venez suivre les plateformes RHDP pour comparer. Et puis vous allez avoir une idée. Mais ne paniquez pas pour mettre votre santé en danger, parce que c'est ça qui tue beaucoup de personnes, ou bien ça crée des maladies. Et c'est pourquoi chaque jour, nous on sort ici, on fait l'effort de venir être plus proche de la réalité pour essayer de vous dire, voilà ce que les choses sont. Il y a des informations tellement on va au fond, même jusqu'à on donne là. C'est comme affaire d'avion là. Demain là, je vais venir. Ce qui s'est passé là, je vais venir vous donner petit à petit encore les éléments. Comment ça s'est passé là? Qui était là? Qui sont ceux qui étaient les gens qui ont été les intermédiaires là? Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Demain là, je vais mettre mon nez dedans là, prendre aiguille là pour percer pour donner tous les petits détails. Comme de la manière que j'ai fait pour le bateau Zimrida là. Mais quand on a balancé ça, près de 10 000 vues en moins de 24 heures sur TikTok. Parce que les détails qui étaient dedans là, toute personne, quand tu suis, on te dit, bon, toi-même là, il ne faut pas croire en ce que je suis en train de te dire. Il faut taper ce site-là, www.vessolfinder.com. Et puis allons ensemble, on fait. Quand les gens font, ils disent, c'est vrai, hein. C'est comme ça. Mais il y aura aussi beaucoup de mensonges. Ah oui, nos parents avaient l'habitude de dire que l'année où il y a la guerre, c'est l'année du mensonge. Mais il y a l'année aussi où il y a l'élection, là. C'est là où tout le monde est bon, parce que tout le monde ment. Qui va aller dire aux élections que non, lui n'est pas bon? Donc, apprêtons-nous pour le mensonge. Ah, il en aura. Mensonge, là, il en aura. Mes chers parents, pardonnez. Ne venez pas nous dire j'ai mal au cœur. Si quelqu'un insulte le président Ouattara, là, laissez-le n'a qu'à continuer à insulter. Dans la vie, là, rien ne reste gratuit. Même quand tu ne sors pas de ta maison, là, la mort va venir te trouver là-bas. La vie, c'est comme ça. Ce n'est pas parce que l'État ne peut pas agir. Peut-être que l'État a sa manière d'agir que nous ne connaissons pas. Et tout le monde sait. Quand tu es dans quelque chose et puis c'est bien là, ta conscience est là pour te dire il faut continuer. Éclaireur est là, il se cache quelque part. Et puis il est là, il joue les héros, il crie, il ment aux gens. Un jour là, je vais avoir les bénéfices de ça là. Mais si ce que je dis aussi, c'est vrai là, un jour aussi là, les bénéfices là, je vais avoir. Mais moi, ma plus grande joie, ça va faire maintenant 5 ans qu'on est ensemble. Avec des gens dignes comme le chef de la classe, Bob McBoss. Avec des gens dignes comme les mères Sali, les mères Quadio. Il y a nulle part on a eu honte un jour pour dire, vous avez dit ça là, on est venu voir, c'est faux. En 5 ans, c'est un grand effort que vous avez fait, cher EPV. Et de ce que je parlais hier nuit, il y a Binette qui dit qu'elle a suivi. Binette, il y a un gars, tu le disais le dimanche, qui dit qu'il nous cherche sur TikTok. Vrai, il ne nous cherche pas. Je mets les EPV en mission. Si vous le connaissez là, allez sur sa page. Dites-lui que si c'est matin ou la nuit, même maintenant là, s'il veut là, il n'a qu'à venir. Nous, on est prêts pour les débats. Mais des débats où on va venir pour exposer propre devant les gens. Et puis les gens vont faire leur choix. Et donc, continuons ce combat-là. La vérité n'a pas besoin de faire sa publicité. Parce que ce que nous disons là, on vient en faire ressortir les choses ici. Clairement, on dit ça aux gens. Regardez l'énorme effort que le père Koulibaly a fait la dernière fois. À partir d'une situation, on a beaucoup appris par rapport à la Constitution, comment Bédier jonglait avec la Constitution, l'article 11. Moi-même qui vous parle, je ne savais pas que ça a été changé 11 fois. Mais le monsieur, il est rentré, il a fait un travail pour montrer tout ça. Mais après lui, nous, on a continué encore. On dit, mais la succession là-haut, est-ce que ça ne peut pas poser problème un jour comme pour l'article 11 là? On allait dans la Constitution ivoirienne de 2016 là. Mais le président Ouattara a déjà réfléchi à tout ça. Le président Ouattara a déjà réfléchi à tout ça.
Il a tellement bien réfléchi que dans la Constitution, il a balisé tout. Quand le président n'est pas là, en cas de décès ou incapacité, c'est le vice-président qui assume l'intérim. Mais quand le vice-président prend l'intérim là, il y a deux choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas changer le gouvernement et il ne peut pas aussi changer les textes de loi. Donc ça veut dire qu'il va assumer sa fonction jusqu'à la fin, mais il ne peut rien changer. Il ne peut même pas faire dégommer le gouvernement. Et donc vous voyez comment c'est intéressant. Et donc, tout ce que vous avez comme question là, c'est aussi l'année de poser les questions. Surtout le militant RHDP là. C'est l'année où il faut poser les questions. Si on ne connaît pas là, on va dire, ah, ça là on ne connaît pas d'abord, attendez, on va aller vérifier. Si on connaît là, on va vous dire. Mais tout ce qu'on vous dit là, prenez et puis comparez avec pour les autres. Et puis dites-leur, voilà ce que nous on sait et voilà ce qui est clair. Ce n'est pas palable. La vérité fait très mal. Binette dit qu'hier, elle était sur le TikTok où on était là-bas. Et tous les opposants ont fui. Et c'est ça. On doit pacifier. Regardez, en moins de 4 ans, on a pacifié Facebook et YouTube. Notre mission, c'est de pacifier TikTok. Parce qu'il y avait trop de mensonges et d'endoctrinement là-bas. Et c'est ensemble que nous allons le réussir. Donc, chère mère, on va vous laisser votre parole pour que vous puissiez faire aussi votre conclusion. Oui, cher frère, désolé, mon micro était fermé. Okay. Il n'y a pas de problème. Vraiment, l'éclaireur, quand on se dit la vérité, 2025, c'est l'année où vraiment on va tout entendre. Parce que, imagine, le RHDP est seul comme tous. Et puis, imaginez tous ces menteurs-là. Chacun va essayer de faire 10 pour lui. Mais en tout cas, quand tu as la vérité, là, l'éclaireur, c'est tellement facile de dire la vérité. Et c'est ce qui est bien avec le RHDP. Et c'est ce qui va beaucoup aider les communicants RHDP. Parce qu'on est dans la vérité, au fait, l'éclaireur. Et toi, l'éclaireur, regarde, de 2020 à 2025, aucun repos. Waouh! Aucun repos. Tu es resté là en train de conscientiser les gens. Tu es resté en train de nous donner que la vérité. L'éclaireur, vraiment, moi, je te respecte. Big up à toi. Merci pour tout ce que tu fais. Maintenant, la séparation de... Je vais dire séparation, hein, puisque l'armée française doit partir. Tu sais, dans le Coran, Dieu nous a parlé du divorce. Et Dieu nous a dit, quand tu veux divorcer, il faut divorcer de la bonne des manières. Oui, la Côte d'Ivoire, écoute Dieu. La Côte d'Ivoire, c'est le divorce de la France de la bonne des manières. Parce que la personne avec qui tu es en train de divorcer là, si tu prends la personne en ennemi là, et demain si tu as besoin de cette personne. C'est ce que je vais pas dire que la France peut avoir besoin de la Côte d'Ivoire, comme la Côte d'Ivoire peut avoir besoin de la France. Mais imaginez qu'on se déchire, on s'entre-déchire comme de la manière les AES ont fait là. Est-ce que c'est ce qu'il faut? C'est comme moi je dis, ces pays musulmans là, parce que j'ai pas... Non, la partie qui m'énerve, c'est que Burkina, Mali, Niger, c'est des pays à majorité musulmane. Il faut croire de la parole de Dieu. Mais voilà pourquoi le malin les frappe, l'éclaireur. Parce que normalement, c'est eux qui doivent censer, même nous, en Côte d'Ivoire là. En Côte d'Ivoire, nous, on n'est pas pays musulman. Nous, on est mélangés. Mais vous là, vous êtes reconnus comme des pays musulmans. Des pays musulmans, pardon. En majorité musulmane. Mais c'est vous là qui ne faites rien de la parole de Dieu. Dieu même dit quand tu veux te séparer de quelqu'un, de ta femme là, ou bien de ton mari là, tu veux te séparer de la bonne des manières. Parce que demain là, tu peux avoir besoin de la personne, ou bien cette personne aussi peut avoir besoin de toi. Mais l'être humain ne fait rien avec ça. C'est quoi Dieu vous frappe depuis là? Maintenant, moi, c'est quoi, Yerema? Burkina, Mali, Niger. Non, moi, c'est quoi, Yerema? Ani ala le benyona o. Ani adama de benyona tout de. Ani ala le benyona. Parce que courant veut confort à ta cité là. Papa, la famille qui a eu bon, Fakali Boro Côte d'Ivoire. Ah non, les benyona. Ah, Burkina, Mali, Niger. Ah, vous, franchement, moi, souvent quand on dit vous êtes musulman, je me demande c'est quel courant vous aviez. Parce que Dieu même nous dit le divorce dans le Coran là. Divorce-toi de la personne de la bonne des manières. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites? Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voulez faire par là. C'est quoi? Vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas voir la lumière. Tant que vous n'allez pas laisser ce monsieur-là tranquille, vous l'AES. Dieu ne va pas vous laisser voir la lumière. Vous regardez notre opposition en Côte d'Ivoire, eux-mêmes là, ils vont se désavouer entre eux-mêmes là-bas.
Parce que c'est avec la vérité et la var qu'on va leur montrer, eux là, leur position. Voilà pourquoi moi, 2025, j'ai ri seulement. J'ai dit qu'on fasse sortir tout genre de var qu'on a, c'est tout. On a déjà fini à l'opposition de la Côte d'Ivoire. Et les campagnes de Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dit, à moins que RAIDP veut se promener. Sinon, c'est tellement facile. Mettez un écran géant. Vous faites passer la Côte d'Ivoire sous Gbagbo. Celui qui est là, s'il y a PLCI dedans, vous mettez PLCI. Vous mettez PLCI, vous mettez tant de Gbagbo, vous mettez tant d'Abdo. C'est fini, la campagne est finie. Les Ivoiriens même, ils vont voir ce qui les arrange. L'éclaireur, vraiment merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège papa de tous ceux qui l'entourent, que Dieu protège nos forces de l'ordre qui nous donnent aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire, parce que sans eux, papa n'allait pas pouvoir travailler. Nous leur disons merci et que Dieu continue de le prouver avec ses anges pour qu'ils soient multipliés devant l'ennemi. Merci l'éclaireur, merci à toi l'éclaireur aussi, que Dieu te donne santé et longévité pour ce combat, le combat que nous sommes là. Vraiment merci à toi et nous te disons, moi en tout cas, je te tire chapeau, big up à toi. Merci. Je m'arrête là. Cher mère, le compliment il est réciproque, c'est aussi à vous les merci. Voyez-vous, si le Christ n'avait pas ses 12 disciples, la prophétie ne se serait pas accomplie parce que Judas Iscariote n'aurait pas été là pour que la prophétie s'accomplisse. Si le prophète n'avait pas eu ses 4 compagnons, il n'aurait pas réussi sa mission à bon port. Voyez-vous, moi je n'ai pas besoin de crier, j'ai les meilleurs béquilles qu'il faut. On dit celui qui a Dieu n'a pas besoin des anges. Celui qui a l'amour des gens. Je peux prendre un risque de le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu parler sur la toile. Bon, je vais me limiter à la Côte d'Ivoire et qui est aimé comme moi. Jusqu'à même, on dit même que c'est plateforme même des femmes et des mamans. Et ça, c'est quelque chose, je le ressens. Quand je vois des mères de famille qui laissent leurs enfants, des pères qui laissent leur boulot et qui sont investis dans la cause. Alors que c'est quelqu'un où on ne voit même pas son visage. On ne sait même pas même si c'est un bandit ou même si c'est peut-être même je ne sais quoi. Vraiment, merci à vous tous pour cette confiance. Merci pour cette confiance-là. Quand j'imagine des gens, des intellectuels de haut calibre, comme le père Koulibaly qui se met à notre niveau. Quand j'imagine le doyen Bakayoko, des gens qui se mettent à notre niveau, qui acceptent toutes nos caprices. Quand j'imagine des gens comme le chef de la classe qui prennent leur temps pour venir ici. Chef de classe, il faut dire à ton patron, hein, Draman, que campagne qui sera d'où là, nous on connaît. Il n'a qu'à mettre écran géant dans tous les carrefours. Nous-mêmes, on va faire campagne à partir des VAR. Le matin, quand tu te réveilles, tu allumes. On écoute ce que les opposants nous ont fait, résumé, on balance. Il ne faut pas ils vont gaspiller l'argent là pour se promener. Ils n'ont qu'à faire goudron pour continuer. Ça, c'était pour plaisanter. Mais vraiment, merci à vous aussi. Merci pour tous les efforts. Et surtout, nous disons à tous nos parents qui veulent parler, mais qui pensent, qui hésitent, venez parler. C'est doucement, doucement qu'on apprend. Mais vous avez des choses. Vous voyez, lorsqu'on est en philosophie, ce sont les questions les plus bêtes là. Il n'y a pas de questions bêtes. Parce qu'une question que toi tu considères bête là, ça peut ouvrir d'autres champs. Et ça peut ouvrir les esprits. C'est comme hier par exemple, quand j'ai évoqué l'ivoirité sur un forum, et j'ai demandé à l'individu de nous faire le bilan de l'ivoirité. Il me dit que l'ivoirité a arrangé les bons Ivoiriens. J'ai dit, bon, les bons Ivoiriens là, comme c'est Bédier qui a envoyé l'ivoirité, tu dis qu'il y avait les bons Ivoiriens. Tontidiane Thiam là était là de 1994 à 1995. Quelle était sa réaction vis-à-vis de l'ivoirité? Si l'ivoirité avait prospéré, est-ce que lui serait candidat aujourd'hui? Vanouan, le gars a fui. Après, il est revenu comme en forme de contre-attaque, que lui va venir présenter la charte du Nord. La charte du Nord. Il a commencé à se gargariser. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on va faire, il faut balancer ça devant tout le monde. Le document officiel. Parce que ce que lui ne sait pas là, nous on est préparé. Hein? Un document officiel, ce n'est pas forcément un document qui a un tampon. Ce n'est pas un document qui vient de la mairie. Ce n'est pas un document qui vient de chez le président de la République. Encore moins de chez Dieu. Un document officiel peut être produit par la confiance qu'on met en un individu. Exemple, un testament là. Un testament peut ne pas être signé. Et ça peut être reconnu comme document officiel. Parce qu'on peut changer le testament à n'importe quel moment. Mais pourtant, ça peut être un document officiel. Par contre, un document peut être tamponné, signé, mais c'est un faux tampon, c'est une fausse signature. Donc,
Un document officiel, si on veut donner des caractéristiques, c'est un document qui émane de quelqu'un qui bénéficie d'une certaine autorité ou même d'une certaine confiance. Un document officiel, ça peut être un élu ou bien un officiel de la République qui produit un document. Un document officiel, par exemple, le journal que tu payes là, et puis tu lis là, c'est un document officiel. Quand quelqu'un fait un livre là, c'est un document officiel. Maintenant, ta charte du Nord là, il faut mettre le document officiel parce qu'on a trop entendu parler de ça. Le gars s'élève, ah, ok, je vais aller chercher. C'est pas ça là. J'ai dit oui, attends, j'ai ça. Jusqu'à on a fait 10 minutes, il n'a pas pu, on l'a mis en grand, il ne peut pas présenter. Il est venu présenter un chiffon là où c'est écrit la charte du Nord. J'ai dit, mais il faut aller au bas. Comme c'est des idiots, ils voulaient lire. J'ai dit, il ne faut pas lire, ça va nous perdre du temps. Il faut aller au bas là, en bas là. Tu nous donnes les noms des personnes qui ont signé la charte du Nord. Il a fui avec ça. Donc c'est pour vous dire que nous savons où nous allons, restons sereins. C'est avec le Père Martial qu'on va terminer le direct. Merci à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui vont nous suivre. Le Père Martial, on va vous laisser avec la conclusion. Et surtout, merci d'être parmi nous. Et je vais vous souhaiter à vous et à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, éclaireur. Merci pour l'honneur de la conclusion. Mais permettez que, toujours dans la droite ligne de ce que j'ai dit, tout à l'heure en parlant des fausses informations et tout ça, de parler rapidement de la place du mensonge, les conséquences politiques et des mensonges en politique en Côte d'Ivoire. C'est vrai, dans le monde aussi, il y a eu des cas de mensonges, mais je vais me focaliser sur la Côte d'Ivoire. Donc, on sait bien que le mensonge est une pratique courante dans de nombreux contextes, mais surtout, là, en politique, c'est vraiment une méthode d'action politique qui peut faire beaucoup de dégâts, qui peut avoir des conséquences très néfastes sur la vie de toute une nation. Et la Côte d'Ivoire est un exemple concret, un exemple que nous avons tous vécu. On va dire un exemple même ça continue justement le mensonge en politique. On a vu récemment les affirmations gratuites de Laurent Gbagbo concernant cette histoire des lettres de l'ONU. Mais qu'est-ce que ça les premières, on va dire, les premières conséquences, c'est quoi? C'est la perte de confiance, même dans les politiciens. Aujourd'hui, vous voyez que la plupart de la population, des membres, en tout cas, on va dire le petit peuple, en tout cas la majorité de la population, les gens ont perdu plus ou moins confiance aux politiciens, d'une manière générale. Et c'est un politicien vraiment d'une espèce rare, comme le président Ouattara, qui continue d'inspirer la confiance. Après, tout le monde est convaincu, même les opposants, pas les opposants politiques, mais les populations qui soutiennent l'opposition reconnaissent que quand il dit, il fait. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Dans la grisaille des menteurs politiques, vraiment, c'est quelqu'un qui sort complètement du lot, parce que lui, il a toujours tenu un langage de vérité aux Ivoiriens. Et depuis qu'on le connaît, depuis qu'il est dans l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, il est dans la vérité. Mais qu'est-ce que le mensonge a pu causer comme problème à la Côte d'Ivoire? L'ivoirité, créée par Bédié, était basée sur quoi? Le mensonge. On a décidé que quelqu'un qui est considéré comme qui était opposant, c'est vrai, à l'époque, on lui a collé une nationalité étrangère. On est allé même sur la base de ce mensonge, écrit un texte important pour pouvoir l'écarter dans la Constitution en 2000. Et Gbagbo lui-même est venu affirmer que le texte a été écrit rien que contre lui et contre les deux, c'est-à-dire Gbagbo, le président Ouattara et Bédié, qui était victime de lui-même sa propre ivoirité quelque part. Voilà. Ensuite, ça va poser encore quel problème? Ça a posé quel problème encore la Côte d'Ivoire? C'est la polarisation et la division sociale du pays. Le pays est divisé en ceux qui se prennent pour les vrais Ivoiriens. Je pense que quand tu parlais, tu en as fait allusion, je ne sais pas, je pense que c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais les gens aiment se juger en vrais Ivoiriens. Et eux, ils décident, c'est quand eux ils sont contents, toi tu es vrai Ivoirien. Sinon, c'est eux qui décident qu'ils sont les vrais Ivoiriens. Et tu es vrai Ivoirien en fonction du camp que tu supportes. Si tu les supportes eux, opposition, tu es vrai Ivoirien. Même si tu t'appelles Zongrana, tu es vrai Ivoirien. Tu t'appelles Oudraogo, tu es vrai Ivoirien. Mais une fois que tu changes de camp, si tu es avec le parti au pouvoir,
notamment le RHDP, ben, tu es un étranger. Même si tu remplis toutes les conditions d'être ivoirien, eux considèrent, parce que c'est eux ils sont au-dessus de la loi, ils sont au-dessus de la Constitution, c'est eux qui décident. Donc voilà un peu déjà une autre raison, une autre conséquence grave du mensonge politique. L'autre conséquence grave du mensonge politique, c'est quoi? C'est que tout ce qui est entrepris par cette opposition qui base toutes ces contradictions, ou du moins toutes ces contestations sur le mensonge, c'est quoi? Ce sont des fake news. Ils fabriquent des fake news. Tout ce qui est fake news en général, quand vous finissez, l'opposition en bas, c'est eux qui fabriquent. Tout ça, leur objectif étant de déstabiliser la population, le pays, le pouvoir en place. Mais en même temps, au final, ça déstabilise la population, parce que c'est la population qui se trouve en bas. Quand il y a des éléments déstabilisateurs, c'est eux qui en pâtissent. La crise post-électorale, ceux qui sont morts, ce ne sont pas les parents de Babou, ce ne sont pas les parents d'Alassane Ouattara, ce ne sont pas les parents de Soro. Je peux parler des politiciens, de l'aspect politique en général. Il y a eu peut-être un mort parmi les politiciens qui est Désiré Tabrou, mais après 3000 morts là, plus de 3000 morts là, c'est un citoyen lambda, c'est des gens même qui souvent n'ont rien à voir avec la politique. Il y a eu des gens qui sont morts dans leur maison. Tout ça, c'est les conséquences du mensonge politique qui nous ont amenés dans ça. Le dernier mensonge politique qui a entraîné la crise post-électorale, c'est quoi? C'est que celui qui a perdu les élections a continué à mentir que celui qui a gagné les élections. Et il a tout mis en place pour que son mensonge devienne la vérité, en utilisant le Conseil constitutionnel. Vous voyez où peut aller le mensonge politique? Et c'est tellement grave que ça va entraîner quoi? Une érosion, une sorte d'érosion de la démocratie. La démocratie s'effrite. Elle est poreuse. Elle n'existe pas. Elle n'existe que de nom. Parce que tout ce qui est fait sur le mensonge à grande échelle. Et ça, c'est très dangereux. Franchement, j'aimerais que les politiciens ivoiriens, d'une manière générale, mais surtout l'opposition, se rendent compte que sur le plan psychologique, ils ont travesti l'esprit même et le subconscient de la nation ivoirienne. Et ça, c'est très dangereux. Et le travail de catharsisme que le président Ouattara est en train de faire avec le RHDP, c'est un travail qui est très profond. Malheureusement, dans nos propres rangs, il se trouve des individus qui vont à l'encontre des actions publiques du président de la République, qui continuent de mettre encore dans le doute dans la tête des gens. Et ça, c'est très, très dangereux. Parce que, en définitive, nous allons tous passer, la nation ivoirienne devra demeurer. On ne peut pas continuer à se regarder en chien de faïence. Je suis vrai ivoirien, l'autre n'est pas vrai ivoirien. Je ne sais pas en quoi est-ce que pendant plus de 30 ans que nous sommes dans cette guerre d'ivoirité, qu'est-ce que ça nous a apporté? Si ce n'est pas des malheurs, si ce n'est pas des morts, si ce n'est pas de la désolation dans les foyers. Ceux qui sont vivants, qui ont été victimes de l'ivoirité, sont aujourd'hui des gens qui sont mutilés à jamais. Ils ont eu des manipulations physiques, mais il y a eu des manipulations psychologiques. Les manipulations psychologiques sont encore plus dangereuses et qui s'effacent difficilement. Parce qu'en réalité, donc nous avons des opportunités devant nous. Ces opportunités, c'est quoi? C'est de changer positivement, de sortir dans les fake news, de ne pas accepter d'être un canal de fake news. Et ça, franchement, modestement, je demande aux EPV de faire en sorte d'éviter d'être un canal de fake news. Pour leur propre bien et pour leur propre pays. Parce que quand vous êtes le canal d'une fake news, vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à ceux à qui vous avez envoyé cette fake news, les destinataires à qui vous avez envoyé cette fake news, mais vous faites mal à votre propre nation. Et spirituellement, vous vous condamnez. Et c'est une grosse responsabilité collective dans laquelle est négative, une responsabilité collective, mais négative dans laquelle vous vous insérez. Et vous êtes désormais dans un égrégore négatif qui va non seulement vous suivre dans des incarnations suivantes, mais vous allez faire mal aussi à votre propre descendance. Donc, je veux dire par là que le mensonge politique, le mensonge existe en politique, le mensonge existe dans la vie d'une manière générale. Mais il faut éviter de mentir juste pour mentir. Il faut éviter de mentir juste pour ses propres intérêts au détriment de l'intérêt général et de l'intérêt national. Parce que nous sommes une jeune nation, nous sommes une jeune démocratie. La Côte d'Ivoire n'a que 65 ans cette année.
Hein, le 7 août, on aura 65 ans. Mais 65 ans dans la vie d'une nation, c'est rien du tout. Là où on parle de 400 ans de démocratie, là où on parle de 200 ans de démocratie, on peut pas venir, nous, 65 ans c'est pas suffisant. Mais c'est même pas 65 ans de démocratie si nous tenons compte du fait que c'est en 90 que le multipartisme a commencé à être réellement appliqué en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que le temps d'apprentissage est encore plus réduit qu'il ne l'est. Mais on n'a pas besoin, compte tenu des erreurs qui ont été commises par les autres, avant nous, de faire 400 ans pour avoir la démocratie. On peut s'inspirer des erreurs qui ont été commises ailleurs et pour pouvoir avancer. Voilà ce que je voulais dire pour conclure mes propos. Éclaireur, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter ou bien si je dois aller directement à la conclusion. Non, vous pouvez aller à la conclusion. D'accord, merci beaucoup, Éclaireur. Donc, je voudrais remercier tous les participants à ce mini-panel, notamment les maires Diriba et Sali. Toi-même, Éclaireur, encore une fois, je te remercie de toujours nous donner l'opportunité de pouvoir nous exprimer, de pouvoir dire réellement ce que nous pensons du fond de nos cœurs. Et nous parlons vraiment de façon bénévole, tout le monde le sait, mais nous le faisons parce que nous voulons apporter notre contribution à l'évolution de notre pays, à l'évolution de notre nation, à l'évolution de chaque Côte d'Ivoire que nous voulons unir pour parler du triptyque qu'est la devise nationale, donc l'union, la discipline et surtout le travail, afin que nous puissions apporter le développement et le bonheur pour chacun et pour nous tous. Parce que et nous pensons que ce que nous le faisons, c'est vrai pour nous, mais nous faisons surtout pour notre descendance. Et nous voulons que les uns et les autres comprennent que nous pouvons ne pas avoir les mêmes points de vue sur une affaire politique ou une affaire sociale, mais toujours est-il que nous devons savoir et nous rappeler que nous demeurons des frères et des sœurs. C'est dans l'union que nous pouvons construire valablement le pays. Je souhaite encore une fois bonne chance à la plateforme EPV. Je souhaite bonne chance et bonne continuation à la place EPV, à la plateforme EPV. Bonne chance et bonne continuation au président de la République. Nous souhaitons vivement que sa candidature soit concrétisée le plus rapidement possible. Et nous souhaitons qu'il gagne et nous pensons qu'il va gagner. Et comme a dit le président Ofoui, il doit gagner. Parce que nous savons que c'est dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons longue vie et bonne santé. Et comme il a dit, que Dieu ajoute beaucoup encore sur sa santé, parce qu'il en aura besoin. C'est pas évident de gérer un pays comme la Côte d'Ivoire, comme a dit Achille Patrick une fois dans un de ses propos. C'est pas facile, c'est pas évident. On sait, au-delà de la Côte d'Ivoire, il a d'autres occupations, parce que beaucoup de chefs d'État dans le monde viennent s'informer auprès de lui, lui demandent souvent le consulte sur des sujets divers et des sujets très profonds pour l'avancement du monde. Bonne chance à tous les EPV pour 2025. Excellente année encore 2025 à tous les EPV. Que Dieu nous apporte la santé, la prospérité. Que Dieu réalise tous nos vœux les plus importants, les plus sincères que nous avons dans nos cœurs. Que Dieu nous protège contre nos ennemis connus et inconnus. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire 24 heures sur 24, le matin, à midi, le soir, la nuit. Je vous remercie. Merci à tous. Merci beaucoup, cher René. Merci à Mère Sali Kone. Merci à Mère Fofana. Vraiment, ça a été un plaisir. Un panel posé, un panel où on a beaucoup appris. Et on espère que ça a été le même cas pour ceux qui nous ont suivis et pour ceux qui vont continuer à nous suivre. Et je vais profiter pour saluer toute notre communauté très forte sur YouTube, à commencer par leur chef là-bas. Ils sont tous salués. Et bonne année à vous aussi, ainsi qu'à tous ceux qui sont sur TikTok aussi. Sachez que vous êtes tous salués. Et merci de continuer à nous faire confiance. C'est ensemble que nous pourrons avancer. Merci infiniment à chacun, à chacune et excellente journée. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Clara, merci à mon frère Mathias. Merci à Merci beaucoup. Merci. Mon effort.